Donc on sortait les casques de moto de mon père Non. et on secouait. Il n'y aura pas de tristesse ce soir, il y aura peut-être des gens alcoolisés sur scène, mais il n'y aura pas de tristesse. Les amis, aujourd'hui, je suis non loin du Mans. Là, on fait les 24 heures, mais surtout là où on fait de la pomme, a priori. Hein. Je crois que ça se voit. Je suis au domaine de la Mare, où deux frères jumeaux, Théo et Robin, ont décidé de reprendre l'exploitation, la pommeraie, le verger de leur papa. Et tout de suite, on les rencontre. Voilà. Comment ça va les gars? Ça va bien. Ça va super. Donc on est ici au domaine de la Mare, chez votre papa à la base. Ouais. Est-ce que c'était chez votre papy avant ou pas? Non, notre papy, c'était à 500 mètres à vol d'oiseau. Ici, c'est notre père et notre mère qui ont acheté cette maison et qui ont développé le domaine petit à petit. Ils ont commencé il y a 30 ans. Donc tous les deux, je ne l'ai pas dit, vous êtes frères jumeaux. Ça, les gens le voient moins, mais c'est vrai. Faux jumeaux, mais jumeaux. Mais jumeaux quand même. Donc issus du monde agricole, visiblement, parce que votre père et votre mère, c'est eux qui ont... Ah, Pas de Mais- formation, Pas de mais on a formation. grandi dans le monde agricole. Ouais, comme beaucoup de gens, nos grands-parents étaient agriculteurs. ouais. Il faisait Et- quoi, votre grand-père? Ils faisaient l'élevage laitier et des céréales. En ferme conventionnelle par contre. Et notre père a pas repris la ferme. Et lui, quand il est arrivé ici, il a commencé la cidrerie. Mais il a toujours fait ça à côté de son métier. Donc il n'a jamais été agriculteur à 100%. Il était commercial et il vendait du matériel pour tout le monde de la vigne, de l'arbo, tout ça. Donc il était aussi très connecté à ça. Mais en soi, au jour le jour, son métier c'était ça jusqu'à 18h. Et à 18h, son deuxième métier, producteur de cidre, commençait. En gros. Mais quand vous étiez petit, vous avez connu votre grand-père en activité ou pas du tout? Si, mais on était tout petits, donc on n'a pas participé. Autant ici, on a participé petit jusqu'à maintenant. Autant chez notre grand-père, à part goûter le lait qui sortait de la vache, enfin plutôt Théo, parce que moi j'aime pas ça, c'était mais, top. mais sinon, on les a vus sur les 10 dernières années de l'activité. Ouais. Donc votre père, c'est lui qui achète la propriété ici il y a 30 ans. Il y a 10 hectares sur la propriété. Au début, il y en a moins. Qu'est-ce qu'il y avait déjà sur ces 2 hectares? C'était une ancienne ferme dont l'activité s'est arrêtée, je ne sais pas exactement quand. Lui, il a d'abord acheté la maison pour y vivre. Ils ont acheté la maison. Ils ont acheté la maison pour y vivre. Donc on a vécu dans un tiers de la maison actuelle. Et avec les années, ils ont rénové les bâtiments pour retaper un petit peu le domaine. À l'époque, il y avait 2 hectares autour de la maison. Et lui, il avait envie de se reconnecter à ce monde agricole, mais différemment. Et il s'est dit, tiens, je vais faire du cidre. Et donc il a planté 1 hectare tout autour de la maison. Les autres hectares sont arrivés après. Ça, là, le verger dans lequel on est, c'est le plus grand verger qu'on a. C'est une terre qui appartient à mon grand-père. Mais D'accord. vu qu'on est sur des terres qu'on connaît bien, qui sont hyper proches, on a pu reprendre la terre d'à côté pour faire les vergers, c'était Et pratique. qu'on loue à notre grand-père. Du coup. Et le premier verger, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est tout autour de la maison. Là, la terre où on est, là, vous la louez à votre papy. Ouais. Exactement. Et c'était quoi ici avant? Le côté laitier, c'était plutôt du côté de la ferme. Donc ici, c'était plutôt des céréales, avec des cultures différentes chaque Ouais, année. blé, maïs, ça alternait quoi. Orange. Et les arbres les plus vieux en production ici, ils ont quel âge? 30 ans. C'est ceux qui sont autour de la maison. Exactement. Et où est-ce que ça produit le mieux, ici ou là-bas? Tu serais venu il y a 3 Ouais. mois, on t'aurait dit là-bas, mais cette année, c'est pas le cas. Donc ça dépend des années. Globalement, ça reste là-bas pour plein de raisons, mais cette année, c'est l'inverse. Quelle raison? La raison principale, c'est qu'il faut que les arbres se pollinisent. Les arbres ne sont pas auto-fertiles, les pommiers en tout cas. Et du coup, il se trouve que nous, on se fait accompagner tout le temps par des techniciens qui nous aident sur le choix des variétés. Et en fait, on avait été conseillé sur 2 variétés qui se pollinisent pas ou mal. Et en fait, tu t'en rends compte tard parce que ça fructifie au bout de 5-6 ans. Donc on s'est rendu compte récemment que c'était une des raisons à ça. Maintenant, on a surgreffé une partie des arbres pour ramener des pollinisateurs dans le verger. Ok. Alors votre papa, il plante les 2 hectares là-bas à votre naissance quasiment. Ouais, c'est ça en Ouais. fait. Quand on est, il plante pas 2 mais 1 hectare. Le reste, ça restait notre espace de jeu, on va dire. Ouais. Il plante 1 hectare et il y met déjà 8 variétés différentes. Qui sont toujours en place. Qui sont encore celles qu'on utilise pour la transfo et qui sont binet rouge, frequin, locard, petit jaune, avrol. L'essentiel des variétés en fait qu'on utilise encore maintenant pour le cidre, le jus de pomme, elles sont toutes là-bas. Et dans d'autres vergers aussi maintenant. Et son projet à lui, c'est tout de suite faire de la transfo ou c'est plus familial, pour le plaisir? C'est quelle idée derrière? C'est d'apprendre déjà, parce qu'il vient du monde viticole et du coup il a conscience tout ce côté professionnalisation qu'il y a dans ces métiers-là. Lui, il a connu le cidre à la ferme où on presse les pommes qu'on a, on les met dans une barrique. On le boit s'il est bon, quand il est bon. Voilà, c'est très freestyle quoi. Et donc lui, ayant étudié dans le secteur viticole et travaillant, étant tout le temps en contact du viticole, il a rapidement compris qu'il fallait quand même aller plus loin. Il y a plein de détails à régler pour avoir un produit de qualité qui soit sanitairement impeccable. Qui soit bon. Voilà, qui soit bon bien sûr, c'est la base. Et donc du coup, il se dit tiens, je vais apprendre déjà. Donc il plante ses variétés et il commence à apprendre. Mais ce qui est drôle, c'est que même aujourd'hui, après 30 ans, il nous dit encore qu'il est là pour apprendre. Donc il veut tout le temps aller encore plus loin, quoi.
Et ce qui est drôle, c'est que quand on est arrivé, il n'a pas tout de suite eu la pomme en tête. Et il s'est même posé la question sur le fait de faire de la truffe à un moment. On lui a dit qu'il n'y avait pas de calcaire ici, donc qu'il fallait oublier. Et on travaillait beaucoup dans le monde viticole. Il avait les vignes en tête, mais il ne voulait pas refaire du vin ici. Il y a déjà les coteaux du Layon qui sont pas loin. Et la pomme, c'est quand même plus quelque chose de local, même si elle est plus connue pour être en Normandie. Mais il y a quand même beaucoup de producteurs de pommes ici. Donc il s'est dit que ça pouvait être l'occasion. Et comme l'a dit Théo, il a mis du temps à maîtriser le sujet au début, quoi. Il s'est dit, je plante 1 hectare, j'apprends et on verra. Et alors, tu parlais du sanitairement impeccable. Alors là, tout de suite, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il était en conventionnel du coup au début? Il traitait? Il faisait quoi? Alors au début, il était en conventionnel. À chaque fois qu'il traitait les vergers, il devait sortir du tracteur, aller voir ses 2 jeunes jumeaux et leur dire, s'il vous plaît, les garçons, rentrez parce que c'est pas terrible. Après, il s'est dit, c'est bien, mais moi, je suis dans le tracteur, c'est pas terrible pour moi non plus. Ça a poussé aussi cette réflexion-là. Du coup, il a commencé, je pense, à enlever quelques produits qui lui paraissaient vraiment pas bons. À l'époque, le bio, ça n'existait pas trop il y a 30 ans. Enfin, ça existait, d'après ses dires, ça existait, mais c'était pas très répandu. Du coup, il a commencé à se renseigner, tout ça. Et je pense qu'il a commencé à faire du bio. Ça faisait pas encore de sens d'avoir le label, mais une fois que le domaine avait un peu grossi, je pense 15 ans après le départ, il a été chercher la labellisation bio. Donc 15 ans pour passer en bio, mais ceci dit, au début, il avait planté qu'1 hectare. Donc quand il fait la transition en bio, il a combien d'hectares de plantés? Et d'ailleurs, vous avez quel âge quand il transitionne en bio? Eh ben, nous, on est nés au moment où ça a commencé, donc on avait 15 ans en gros. Hein. Et combien d'hectares à l'époque? Il y avait celui-ci qui n'était pas planté, qui fait un peu plus de 5 hectares. Il y avait les deux là-bas, donc je pense qu'on devait avoir le poulailler, donc 3-4 hectares, un peu moins de la moitié de ce qu'on a là. Poulailler, c'est non un verger, hein. C'est pas une diversification. C'est pas une diversification. Tu fais bien de le préciser, moi aussi je pensais. C'est le poulailler de papy justement, autour duquel il y a des pommiers. Enfin, l'ancien poulailler de papy. Donc vous aviez 4 hectares? Ouais, à peu près, ouais. Je 3, sais 4 plus hectares, exactement en tête, mais ce qui est sûr, c'est que celui-là de 5 hectares 2, il n'était pas là. Est-ce que c'est à peu près dans tous les vergers le même écart de plantation, le même interrang? C'est à peu près. On peut réfléchir différemment. D'ailleurs, pour le futur, on réfléchit à réduire un petit peu, mais pour l'instant, c'est à peu près la même chose. Donc du coup, c'est quoi là? Ça doit être 5,50 m de souvenir, je crois. Et entre chaque arbre, il y a quoi? Il y a 3 mètres, même pas? Non, il y a 2 Non, mètres. moins. Et du coup, sur les 4 hectares qu'il y avait, ça représentait combien d'arbres que j'imagine vous avez planté un petit peu? On vous a forcé ou pas? Bah là, on était jeunes. Hein. Les premiers, oui, en tout cas, le justement. premier hectare, là, on était tout bébé. Après, le poulailler, je sais pas. J'en ai pas Moi, je me suis souvenir, surtout mais... de souvenir de celui-ci, qui est le dernier, qui a une dizaine d'années, où celui-ci, forcément, on a beaucoup contribué. Les autres avant, On était encore trop jeunes, peut-être je dans pense, le pour s'en coin, rappeler. mais on a peut-être donné un petit coup de pioche ou deux. Mais... En gros, les premières contributions, c'était pas planter. Les premières qu'on a en tête, c'était le ramassage de pommes. Les batailles de qu'on- pommes pourries. Ça, Ouais. c'est les premières vraies contributions. Ouais, c'est vrai. On a bien contribué. C'était peut-être plutôt ça avant de ramasser et après on a... Mais alors qu'on se rende compte, sur les 4 hectares plantés, ça représentait combien d'arbres? Et pour quelle production? Est-ce qu'il y avait déjà une commercialisation à ce moment-là du coup? Niveau arbres, on a 750 arbres à peu près par hectare. Donc tu vois, on est à peu près autour de 7500 arbres. Ok, donc là-bas il y en avait 3000. Ouais, en gros, il y avait 3000 arbres. Dès le départ, lui, son but, c'était pas de vendre les pommes aux industriels, c'était tout de suite de le transformer. Il voulait aussi ramener ça, c'est-à-dire, il avait envie de travailler déjà de façon plus responsable, mais il avait aussi envie de travailler un produit et de le transformer, voilà, de valoriser le produit. Lui, il a grandi dans une ferme en conventionnel qui vit avec les prix du marché. Tu veux faire différemment, tu peux pas, parce que ça te dépasse et c'est pas toi qui choisis ces tarifs-là. Et le blé, le maïs, pour le conditionner, bon courage, c'est un autre marché quand même. Hein. Bref. Du coup, il s'est dit, moi, je préfère aller travailler un produit que je vais pouvoir transformer, lui donner de la valeur aussi. Et je pense que c'est là que dû commencer avec le jus de pomme et rapidement un cidre aussi, parce que bon, nous, il fallait bien qu'on boive un truc. Et du coup, cidre, jus de pomme. Les premières années, les recettes ont un peu changé, mais très vite, il a été le commercialiser dans les supérettes autour, un petit peu ici à la cave, et il a commencé aussi avec quelques crêperies. Mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience de papy l'a pas mal influé parce qu'il voulait pas être dépendant de, tu vois, d'avoir des contrats, des choses comme ça. En tout cas, pas au début. Il voulait vraiment vendre localement aux épiceries et, comme l'a dit Théo, transformer parce qu'il avait côtoyé beaucoup d'agriculteurs et notamment son père principalement, qui se plaignait régulièrement d'avoir des prix trop bas et de pas pouvoir en sortir. Du coup, de faire un maximum d'activités pour essayer de s'en sortir, quoi. C'est vachement intéressant comme démarche, quoi, de dire ok, j'ai vu ce qui marchait pas, je mets une moitié de pied dans le monde agricole, je veux m'émanciper de ces contrats. C'est très drôle parce que c'est quelque chose que moi, dans mon farm tour, je vois de plus en plus, des gens qui sont demi-actifs, tu vois. Et je pense, honnêtement, c'est ma façon de voir les choses, que c'est le futur. Que vraiment, tous les gens, même qui sont salariés dans des grosses boîtes, ils devraient avoir une journée au moins par semaine où ils bossent dans une ferme, tu vois. C'est vraiment le monde, pour moi, idéal. Et je trouve ça vachement intéressant qu'avant tout le monde, ils se fassent ces réflexions. C'est un des pionniers, hein, franchement, je pense. En tout cas, moi, j'ai pas d'exemple
comme ça. Parce qu'il a considéré quand il était jeune de reprendre la ferme familiale. Il s'est projeté assez tôt, je pense, dans le fait de devenir quand même agriculteur. Et finalement, ça s'est pas fait parce que notre papy avait du mal à lâcher, parce qu'il voulait aussi faire différemment. Et en fait, je pense que le fait de côtoyer tout ce monde viticole et tout, c'est clair que c'est ça qui lui a donné ces idées-là, de voir que dans le vin, en fait, ils arrivent déjà des gens passionnés, qui sont passionnés par le fait de transformer un fruit pour aller faire des produits très différents. Ça le passionne encore, de faire des nouveaux produits. Il en a encore fait récemment. C'est vraiment un truc qui l'a toujours motivé. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça, enfin j'en sais rien, que ça lui tenait à cœur aussi que ça soit peut-être pas son activité principale, de garder ça comme passion, de pouvoir s'amuser, faire ce qu'il a envie et que ça plaise aussi. Mais... Tu dis de faire ça comme passion, que avec 10 hectares, on peut pas en vivre? Alors déjà, 10 hectares, il faut avoir en tête qu'on ne transforme pas tout. C'est-à-dire que là, il y a un élément qu'on a oublié, c'est que le grand verger dans lequel on est maintenant, qui fait donc 6 hectares à peu près, ce verger-là, il a été planté dans une logique un peu contraire aux idées, pas contraire, mais en gros, la logique, c'était de faire de la pomme pour le vendre à des industriels qui cherchaient de la pomme bio. Il y avait pas mal de demandes à l'époque sur la pomme bio. Et même s'il voulait toujours transformer ses produits, là, les différentes discussions et contacts qu'on a eus, elle a quand même motivé à se dire, tiens, je vais quand même faire un verger qui fait un peu de rendement, et je vais diversifier. Au moins, je vais vendre une partie de produits transformés, et l'autre, je vais pouvoir vendre aussi à la tonne. Donc ça, c'était l'idée de ce verger. C'est pour ça qu'ici, on n'a que 2 variétés, qu'on a eu cette problématique de pollinisation. Et là, on est plus sur des pommes qui servent à des industriels qui font de la compote. Pas exactement les mêmes pommes. C'est pas forcément contraire à la vision qu'il avait, parce que lui, ce qu'il se disait, c'est qu'il ne faut pas que le contrat, ça soit l'essentiel des rentrées d'argent. Justement, lui, il était plutôt pour la diversification, de trouver ça cool, et je pense que c'est une bonne idée, parce qu'on voit que d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes variétés qui donnent aussi. Donc d'avoir des sources de revenus différentes, que ce soit ça, mais ça peut être aussi via des événements, via de la formation. Nous, on est assez convaincus qu'il faut avoir des activités assez diverses si on veut pouvoir vivre de nos activités agricoles. Mais alors du coup, ça répond pas à la question. Avec ces 10 hectares là... On peut en vivre, mais en fait, ça dépend du temps. 10 hectares, honnêtement, pour une personne seule, c'est beaucoup. S'il avait fait le choix de travailler à plein temps dessus, il aurait pu, même avec moins d'hectares, se focaliser uniquement sur la transfo et en vivre. Je pense que ça lui plaisait aussi de garder ce pied en tant que commercial dans le monde viticole, parce que ça lui permettait de côtoyer des gens qui font des choses de différentes manières, d'avoir des idées de machines à bricoler pour ici après. En effet, tu peux en vivre, c'est pas le problème. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, nous, on juge qu'on a largement assez de surface. C'est qu'est-ce que tu en fais après? Le problème à être seul et avoir le peu de temps qu'il avait, c'est qu'il mettait tout son temps dans la partie production et que commercialement, il n'avait pas le temps de bien faire les choses. Même juste de répondre aux gens qui venaient s'intéresser à nous, d'être efficace sur ce qu'on appelle les demandes entrantes, je pense pas qu'il était hyper réactif, quoi. Donc du coup, forcément, ça a du mal à se développer quand tu es tout seul à tout faire. Tu es obligé de choisir et la prod, elle attend pas. Voilà, les pommiers, s'il faut traiter parce qu'il y a trop d'humidité, il y a tel insecte, ça attend pas. Tes livraisons, elles peuvent attendre. Mais les clients, ils peuvent attendre. Donc tu vends un peu moins. Et tu développes moins cette partie en tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait l'un et l'autre avant de vous dire « Allez, j'y retourne » Ouais, c'est exactement ça. C'est j'y retourne parce que c'était pas notre idée première. On s'est beaucoup écarté avant de se dire c'est pas si mal. Moi, personnellement, c'est parcours école de commerce parce que un attrait pour la vente, la communication, tout ça, et surtout je savais pas trop ce que je voulais faire, donc c'était assez généraliste pour se dire j'ai encore le temps de choisir. Et fin d'école de commerce pour le master, là par contre j'avais un peu horreur à l'époque des commerciaux qui pouvaient tout vendre mais qui connaissaient rien, et du coup je voulais comprendre ou mieux connaître une spécialité, donc j'ai fait un master dans le vin où il y avait de la prod et du commerce, un master européen où j'ai un peu voyagé, donc 2 ans dans la partie viticole à apprendre comment faire son vin, comment travailler les vignes, faire son vin, le vendre, le marketer, un petit peu de tout quoi. Donc après j'ai bossé pendant quelques années, j'ai fait mes premières expériences. J'ai quitté totalement encore ce secteur parce que là j'avais des envies d'entrepreneuriat. Donc j'ai plus saisi des opportunités de start-up. Ça a l'air sympa, je vais comprendre un peu comment ça marche. Donc j'ai fait des boîtes qui n'ont rien à voir, dans le sport, dans la com. Mais la taille de ces boîtes, ça qui m'intéressait, c'était d'être un peu au four et au moulin, de faire un petit peu de tout. Pour moi un entrepreneur est moyen dans beaucoup de choses, on va dire, c'est un peu la définition. Donc c'était un peu ça, je me suis fait la main jusqu'à ce que je me sente prêt à démarrer mon expérience d'entrepreneur. Et du coup, je suis revenu ici pour ça. Il y a combien de temps? J'ai commencé en double activité. J'ai gardé mon activité, je dirais Covid, période Covid. C'est là que j'ai pu commencer. Où là, forcément, comme beaucoup, je pense, on pense aussi au renouveau. On a le temps d'y penser. Et là, j'ai commencé à vraiment mettre beaucoup plus de temps dans cette partie-là. Et donc là, on peut connaître le parcours de Robin. Donc moi, j'ai fait école d'ingénieur, les arts et métiers à Angers. J'ai fait ma dernière année au Japon, où j'ai appris plutôt à faire de l'ethnographie, comprendre le besoin des gens.
plutôt de savoir comment y répondre en ingénieur, plutôt de comprendre quel est le besoin. Et ce qui m'a mené à faire une année d'études à la D-School Paris, aux Ponts et Chaussées, pour apprendre cette méthode d'innovation sur un projet autour du handicap et qui m'a mené du coup à monter mon entreprise avec 4 autres associés, qui est encore mon activité principale aujourd'hui. Donc c'est quoi ton entreprise? Omni, ça s'appelle. Et en gros, on permet aux personnes qui sont en fauteuil roulant manuel de motoriser leur fauteuil avec une trottinette électrique. Donc en gros, t'imagines que je suis dans un fauteuil roulant, tu as la trottinette devant toi, on a fait l'accroche qui est entre les deux. Et ça te permet de motoriser simplement un fauteuil avec une solution qui coûte beaucoup moins cher que les alternatives qui existent. C'est excellent. Donc tu peux en voir, à Paris il y en a pas mal, mais il y en a partout en France. Donc si tu croises quelqu'un en fauteuil à 25 km/h, c'est possible que ça vienne de chez nous. Okay. Et pareil, même question, ça reste ton activité principale, mais à quel moment tu te dis je retourne au domaine de la mare aussi, j'ai un truc à faire là-dedans? Moi les réflexions sont nées à peu près au même moment, mais ça a mis un peu plus de temps du fait que je sois engagé dans cette activité avec Omni. Moi c'est plus mon envie de revenir faire des choses avec mes mains, quoi. Au début du projet Omni, je le faisais beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de prototypage, de choses comme ça. Forcément, je le fais moins maintenant. Et puis le contact avec la nature qui me manquait quand même pas mal. Où du coup, j'ai quitté Paris, où mon entreprise est toujours, pour revenir ici. Et j'avais vraiment envie de refaire des choses avec mes mains, de moins être devant un écran. Et mes convictions personnelles ont nourri cette envie-là. Et du fait d'avoir Théo qui commençait à s'intéresser au domaine, il y a eu une bascule un peu aussi au moment où notre père en fait, est passé à la retraite, où du coup son statut agricole a changé. Et donc il y a eu des questions aussi qu'il nous a posées, parce qu'il sentait qu'il y avait un intérêt grandissant de savoir si ça nous intéressait, quoi. Au début, j'aidais sur les week-ends et choses comme ça, et depuis novembre dernier à peu près, j'ai eu le courage de demander à mes associés s'ils acceptaient que je passe à 80% pour avoir une journée au domaine toutes les semaines. Et ils ont eu la gentillesse, merci à eux, d'accepter de faire ça. Et ce qui me permet du coup de gérer plutôt la partie verger, en tout cas une partie, parce que Théo m'aide beaucoup évidemment. D'accord, donc toi tu es plus sur la prod et Ouais. Théo, toi tu vas plus utiliser tes skills de commerce, de marketing. Qu'est-ce Ouais. que vous avez changé, repensé, innové sur le travail qui a été fait ici jusqu'à présent depuis que vous y êtes? Alors déjà, juste pour reprendre ce que tu disais sur la répartition des tâches, quand je suis arrivé, moi j'ai compris assez vite que moi j'adore aussi le contact avec la nature, mais pour transformer un produit, sortir des innovations, travailler aussi différemment de façon de plus en plus responsable, il faut quelqu'un d'ultra passionné par cette biodiversité. Moi je l'adore, mais j'ai pas autant la main verte que Robin là. Et du coup, pendant longtemps, avant que même que Robin, on parle de cette possibilité qu'il puisse revenir, ça nous paraissait un peu impossible à l'époque. Déjà, je disais, moi seul, je ne veux pas refaire le même modèle que mon père a fait, je ne veux pas tout faire. Sinon, je ne ferai que la prod parce que c'est la priorité. Je voulais quelqu'un avec moi pour faire cette partie-là. Et en fait, les choses avançant, en remarquant que Robin, dans sa cave, il y a plein de fermentation, de kéfir, de kombucha, de trucs. On s'est dit, et petit à petit, puis lui, son réflexion a avancé. Et forcément, là, c'est royal pour nous, quoi. À l'époque, c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui bosser. Et c'est une boîte familiale, donc ça nous faisait un peu mal au cœur aussi de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est le top. C'est parfait. On est à deux et on peut se répartir les tâches. L'idée, c'est qu'on ait chacun cette casquette, cette responsabilité, lui sur la prod, moi sur le reste, mais après, on s'entraîne. C'est peut-être intime, mais tu parles de boîte familiale et à aucun moment on a parlé de votre maman dans l'histoire? Et elle a toujours travaillé à côté, dans le social. Elle n'a jamais souhaité, en tout cas, s'impliquer dans le projet plus que ça. Mais évidemment qu'elle soutenait notre père énormément et qu'il n'aurait pas pu, objectivement. Ouais, c'est important. Double activité, comme on disait. Voilà. Déjà que c'est dur, mais sans quelqu'un à la maison qui prend le relais sur beaucoup de choses, c'est impossible. Ouais, ça aurait été impossible. Donc tout ce qu'il a fait les premières années, ce luxe d'avoir une double activité, des vergers, qu'on ait 1 hectare ou plusieurs, atteler les équipements, c'est le même travail, préparer les traitements, c'est le même travail. Donc en double activité, c'est pour ça que moi aussi j'aime bien apprendre de ce que je veux pas reproduire. C'est qu'on le voyait bosser jusqu'à 22, 23 heures, parce que là, il fallait traiter là, il fallait faire ça là, ou plus tard. Mais heureusement qu'il y avait quelqu'un à la maison pour soutenir. Et puis même quand il y avait la récolte, qu'il y avait du monde pour venir aider, qui était là à chaque fois pour faire les repas, pour préparer. Ça, et puis plein d'autres tâches où des fois on avait besoin de monde, où elle venait aider, nettoyer les bouteilles, étiqueter, plein de choses comme ça. On va solliciter encore un peu de temps en temps. Mais oui, c'est sûr qu'en vrai, c'est une bonne question. Il n'aurait jamais pu faire ça tout seul si elle ne l'avait pas soutenu tout ce temps-là. Et ils en avaient discuté ensemble. Et c'était le projet initié par papa, mais ça reste un projet familial. Effectivement, tu fais bien de le dire. Et votre père, lui, il avait cette envie que vous repreniez le verger ou pas? Parce que souvent dans le monde agricole, les gens du monde agricole disent non, mes enfants, vous ne ferez pas ça. Très souvent. C'est nous qui avons initié l'idée les premiers. En ayant discuté avec lui après, il nous a dit que ça lui tenait à cœur effectivement qu'on le fasse si on avait envie, mais pas parce qu'on se sentait la responsabilité d'aller continuer son projet, on va dire. Donc c'est vraiment venu de nous.
Et je pense que ça lui fait plaisir, enfin, c'est évident. C'est très cool parce que du coup, on bosse beaucoup ensemble, même si le but, c'est clairement qu'il en fasse de moins en moins parce que c'est à notre tour de trimer. Mais voilà, ça lui tenait beaucoup à cœur. Et du coup, c'est plutôt quand nous, on est venu poser des questions, s'intéresser, qu'en fait, il s'est dit, tiens, peut-être qu'ils ont envie, quoi. Et de nous questionner au moment où il a pris sa retraite de c'est quoi votre projet? Moi, je veux bien m'engager avec vous sur un truc, mais dites-moi, quoi. Et encore maintenant, c'est le cas. Hein. Il dit tout le temps, vous choisissez. Hein. Le but, c'est qu'on n'ait plus besoin de lui du tout, mais il nous donne encore des coups de main, mais c'est nous qui choisissons la direction. Et alors justement, c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure, quelle est cette nouvelle direction? S'il y a une nouvelle direction? On est encore en train de la peaufiner. Quand je suis arrivé à plein temps dans le domaine, j'avais plein d'idées de vendre le cidre un peu partout en France. Pourquoi pas même un peu d'export et tout. Et en fait, la première année déjà m'a permis de bien mettre d'être à 2 pieds dans l'activité, de tester des choses et de comprendre aussi un petit peu mieux ce qui fonctionnait et ce qu'on avait envie de faire. Robin, il est encore un peu plus, je dirais, au départ, où du coup, il y a plein d'idées qui font mille. Petit à petit, on va en choisir quelques-unes et on va définir ça. Mais on a quand même quelques idées qu'on met vraiment en place maintenant. Déjà, au niveau des ventes de bouteilles, oui, ça, on veut l'augmenter parce que c'est quand même le cœur de l'activité et on a besoin d'en faire un peu plus. Donc faire de nouveaux produits, développer les ventes, mais beaucoup au local. J'ai été prospecter un peu à Tours notamment, un peu autour et tout. J'ai même fait un peu d'export. Finalement, je me suis rendu compte qu'en local, déjà économiquement, c'était tout aussi intéressant, plus valorisant d'avoir le contact avec les clients proches. Et en termes de qualité de vie, au lieu d'aller à droite à gauche et même voilà, voyager autant, c'est pas forcément responsable. Du coup, là, on se ressent pas mal sur le local. Donc ça, c'est pour la vente de bouteilles. La partie vente aux industriels, on va le continuer un peu, mais c'est pas ce qui nous fait rêver. Nos diversifications, c'est un peu d'activité touristique, avec une activité tourisme que j'ai développée avec un copain. C'est fortement lié au domaine, mais c'est une boîte à part où on a créé un logement insolite plutôt haut de gamme dans les vergers et on a le projet d'en faire 2 autres dans les vergers. Et on veut aussi développer le côté académique au domaine. Ça va démarrer cet été. En fait, le 20 juillet, on va faire une journée porte ouverte avec des visites toutes les heures, des petites visites. Et on annoncera en fait le début de visites au domaine sur le format plus long qui finiront par une dégustation. Dégustation que je vais faire dans la suite de cette vidéo. Exactement. Si on a le temps. Ah non, on aura le temps, je te dis tout de suite, on aura le temps. Donc voilà, tourisme, vente de bouteilles et côté académique qu'on veut développer. Et autour de tout ça, des animations plus régulièrement au domaine. Le spectacle de ce soir, c'est une occasion idéale pour nous de lancer un peu ces événements au domaine. Voilà, c'est un peu ces axes-là sur lesquels on travaille. Ça nous tient à cœur d'être sur toute la chaîne de vie de la pomme, entre guillemets, de ne pas être juste un producteur de pommes ou juste un distributeur. Ce que je trouve valorisant dans n'importe quel projet, c'est d'être là du début à la fin. Donc on sait faire pousser nos arbres, les faire fructifier. On sait aussi transformer et là on s'amuse à faire des nouveaux produits. Et on a aussi la chance de pouvoir organiser des événements comme ça qu'on a envie de faire de plus en plus pour aussi rencontrer les gens qui boivent nos produits. Moi je trouve que c'est vraiment toute la chaîne qui est hyper intéressante et je trouve ça dommage de se focaliser sur un seul point. Faire de ce lieu un lieu collectif, quoi, où il y a de plus en plus de choses qui se passent. C'est le début parce qu'avant c'était le lieu familial. Maintenant c'est moins le cas parce que nous on vit pas sur le lieu, c'est notre père qui vit et donc le but c'est vraiment de faire ce lieu, voilà, un lieu collectif où il y a des choses qui se passent. Il y a un élément, c'est le fait de diversifier. Moi je trouve que ça nous écarte beaucoup de cette obligation de production. Tu vois, tant pis, ça produit un peu moins. Des bouteilles, tu peux les garder sur 2 ans. Tu as d'autres revenus. Je sais pas si ça, tu veux me faire une question, mais... C'est enregistré là. Bah, Et voilà. après, l'autre truc aussi, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on n'avait pas l'impression d'être fils d'agriculteur, c'est qu'on découvre depuis 1 an et demi, un peu plus pour Théo, tout le travail que c'est. Enfin, on voyait papa le faire, mais c'est pas la même chose que le faire nous-mêmes. Je pense qu'on est aussi guidé par ça, de se dire, comme disait Théo, de ne pas faire la même chose. En fait, si on veut en vivre aussi, mais sans se tuer à la tâche, quoi. Et donc, il y a vraiment une réflexion qu'on a là-dessus, de se dire, ce qu'on fait, il faut que ça en vaille la peine parce qu'en fait c'est hyper rapide de passer tout son temps dans les vergers. On nous conseille de faire énormément de choses. En fait ça prend un temps fou et derrière ça fait pas exploser la productivité, quoi. Donc à chaque fois qu'on se lance dans des projets, on se dit ok, est-ce qu'on s'y retrouve aussi financièrement? Est-ce que c'est faisable avec la charge de travail qu'on a actuellement? Nous on est arrivé, en fait, il y avait déjà quelque chose d'existant. Donc là pour l'instant c'était un peu 1 an et demi, 2 ans à tout assimiler, prendre tout, se rendre compte que la charge est énorme et commencer à poser des questions, à construire avec les techniciens notamment qui nous accompagnent sur ok, est-ce que tout ce qui est fait là, est-ce qu'on est obligé de continuer à le faire? Est-ce que passer des semaines à 2 à tailler dans les vergers tous les hivers, est-ce qu'on est obligé de continuer à le faire? Des tâches hyper chronophages où oui, il y a une influence, mais où en fait on ne peut pas continuer à passer toute notre vie dans le verger, sinon, sinon on ne vend pas, sinon on ne peut pas vivre de ce projet-là, quoi. J'ai toujours l'impression qu'on passe pour des feignants par rapport aux autres générations. En vrai, je pense qu'on est des feignants. Je pense que c'est bien on met de la l'être. qualité de vie aussi au cœur de notre réflexion, quoi.
En fait, on a cette chance de pouvoir être feignant. C'est un luxe, mais ça veut pas dire feignant. On voit bien que vous avez plein d'idées. Et même moi, tu vois, les gens ils peuvent penser que je suis un branleur, mais tu rigoles quoi. J'ai ma boîte de production audiovisuelle, j'ai ma ferme, je fais du jardin-forêt, oui, parce que c'est peut-être plus pratique, mais on fait 12 000 trucs. Moi, je m'arrête jamais de travailler. Donc on est feignant, c'est juste qu'on fait ce qu'on aime et on veut avoir une bonne qualité de vie. C'est pas grave, je crois. On a le droit de vouloir être heureux et de bien vivre, tu vois. Tout à fait, ouais. Donc, sur les activités de non-production, donc il y a effectivement de l'accueil en gîte insolite. Il y a effectivement donc les visites qui vont arriver, les animations événementielles. En production pure, donc on a quoi? Du jus, du cidre, de la compote. Donc on a du jus, des cidres, on a plusieurs cidres différents. D'où la dégustation. Voilà. Et Exactement. on a même des produits un peu innovants qu'on passe ce label-là, on va dire. Il y en a un, c'est un vin de pomme par exemple. Donc c'est pas un cidre, c'est un vin de pomme. Tu me spoil un peu là. Hein. Bah oui, je suis obligé, tu me poses la question. Après, compote, c'est un test. On fait des tests sur confiture, gelée, compote. Gelée, confiture, incroyable. Compote et purée de pommes, on essaye de trouver une recette qui soit meilleure. Voilà, à chaque fois qu'on fait des tests comme ça, ils se posent la question de ok, est-ce que les distributeurs qu'on a, ils savent le vendre? On adore innover ici. Mais innover, c'est bien. Vendre un produit innovant, c'est dur. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les magasins, faire plein d'animations, ça prend beaucoup de temps. Et on essaye de garder au cœur de ce qu'on fait, parce que ce qu'on adore faire, innover, mais aussi prendre des produits que les gens vont comprendre facilement pour aussi les acheter et qu'on puisse en vivre. Tout simplement. Et vous faites de la vente en ligne aussi ou pas? La vente en ligne, c'était ma première envie. À l'époque, je me faisais la main sur les sites internet. Le premier que j'ai fait, c'est celui du domaine. Et j'ai tout fait pour qu'il soit prêt pour du e-commerce. Le problème des bouteilles, c'est que c'est lourd, c'est fragile, c'est cher à l'envoi. C'est pas vraiment adapté à l'e-commerce. J'aurais pu y mettre beaucoup de temps, mais je pense que j'aurais mis beaucoup de temps pour rien. Donc du coup, le site, il est opérationnel, il est prêt. Mais je pense que très vite, on va venir le tourner plus sur du pick and collect. Là, ce qu'on a beaucoup vu pendant le Covid, où les gens vont pouvoir venir chercher leurs commandes, ce qui nous permettra d'avoir peut-être un peu moins de temps de boutique, mais aux gens, toujours ce côté pratique de pouvoir commander. Parce qu'il y a la boutique ici aussi? La boutique est en veille un peu parce qu'on réfléchissait au bon format et on va la réouvrir d'ici les prochains mois, les vendredis soirs. Ouais. On travaille beaucoup en fait via les professionnels. Tous les distributeurs bio, les épiceries fines, tout ça, au Mans et aux alentours distribuent nos produits. Les crêperies, quelques restos. On a la chance de travailler avec le restaurant étoilé du Mans. On a de belles adresses, des cavistes, tout ça. Et au domaine, du coup, bientôt, ce sera tous les vendredis soirs pour venir chercher les produits. En soi, tout le monde peut commander chez nous, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'ils vont payer un peu plus cher de livraison, donc ça vaudra plus ou moins le coup. L'autre jour, on a eu des clients de Lyon, je leur ai dit bah, allez-y, commandez, mais mettez-vous à quelques copains, quoi. Comme ça, vous commandez une palette, c'est plus facile. Et puis ce que les gens peuvent voir peut-être sur le site ou sur notre page Facebook, c'est justement les événements qui vont avoir lieu ici. Donc on a la chance que tu sois là aujourd'hui, mais on a vraiment envie d'en faire d'autres. Et ça peut être l'occasion de nous suivre pour voir et venir passer des bons moments ici, quoi. Trop bien. Alors moi j'aimerais revenir sur deux petites choses, on va rentrer un petit peu plus dans le technique. Vous avez parlé de la taille et aussi du fait de traiter. Au niveau de la taille, moi ce que j'avais vu avec Stéphane Sobkowiak, dont je t'ai parlé ce midi, lui disait qu'il fallait qu'il y ait 7 charpentières sur un pommier. Vous, c'est comme ça que vous avez fait ou pas forcément? J'ai l'impression que... Nous, non, il n'y a pas cette notion de charpentière. Il y a plusieurs manières de tailler. Et d'ailleurs, ça commence à se voir sur les nouveaux qu'on a surgreffés où on est parti en biaxe, alors que là, on est en monoaxe. Nous, déjà, on a des contraintes mécaniques. Donc, la raison pour laquelle on laisse un interrant assez important, c'est pour pouvoir justement avoir soit les machines de récolte ou celles d'entretien pour apporter de la fumure ou des choses comme ça dans les vergers. Et donc, nous, sur ces vergers-là, c'est plus en monoaxe, en essayant de privilégier des branches plutôt à l'horizontale. Parce que plus elles sont verticales, en fait, quand c'est vertical, tu fais du bois, mais tu ne fais pas du fruit. Donc il faut plutôt l'avoir à l'horizontale pour faire moins de bois et plus de fruits. Et donc la raison pour laquelle on passe en biaxe, il y a une productivité a priori meilleure, parce qu'il y a plus de lumière qui arrive dans tes branches, quoi. Donc nous, c'est plutôt ça. Nos combats, c'est faire en sorte qu'il y ait assez de lumière, donc le rang d'à côté soit pas trop haut pour que celui-ci soit trop à l'ombre et qu'il n'y ait pas trop de branches qui se touchent d'un arbre à l'autre, sinon tu commences à avoir des maladies comme le chancre qui peuvent se développer, quoi. Donc la taille, ça vous prend combien de temps l'hiver pour faire les 10 hectares là? La taille, on pourrait y passer tout l'hiver, mais quand on va trop dans le détail, il y a des années, on a tellement taillé qu'on a eu beaucoup de repousses. On est aussi en train de tester un système de lamier qui vient venir au moins tailler, donner une forme un peu à nos pommiers pour la taille haute, qui est assez complexe. C'est quoi un lamier? C'est les équipements qui vont souvent couper tous les haies au bord des routes. Il y a plusieurs techniques. Nous, c'est des ciseaux qui vont venir couper un petit peu les branches. On n'a jamais été convaincus par ça parce que c'est sûr que c'est un petit peu plus violent que ce qu'on fait à la main. Mais en fait, ici, on est sur des arbres qui montent à 5 mètres, parfois un peu plus. Et du coup, là, ça nous permet de gagner un peu de temps sur cette taille haute, quoi. Mais on est encore en train d'apprendre. On teste différentes choses justement pour voir l'influence que ça a d'y passer moins de temps. On a des vergers. Alors celui-là est
plus près de la maison, donc ils sont quand même bien taillés. Mais ceux qui sont plus loin, même si c'est pas notre volonté, mais ça se voit clairement quand on va dans les vergers que c'est moins bien taillé. Mais c'est pas si évident les différences de productivité de l'un à l'autre. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'essayer d'y passer du temps si ça a un intérêt. Mais c'est vrai que nous, on a passé beaucoup de temps à vraiment, tu as la tenaille et tu es devant ton arbre et tu regardes tous les gourmands. Donc c'est les nouvelles pousses qui sont allées trop verticalement pour les supprimer. S'il y a une branche qui commence à faire concurrence à l'axe principal, d'aller l'enlever, en fait ça prend un temps fou. Et quand tu as 8000 arbres, tu passes plusieurs minutes par arbre. On aime bien marcher dans les vergers tout l'hiver, mais... On y passe plusieurs semaines, quoi. On y passe plusieurs semaines, ouais. Donc heureusement, la taille n'est pas à faire tous les ans, hein, c'est plutôt tous les 2 ou 3 ans. Mais c'est sûr que c'est une des tâches principales. Après, c'est la période où on a moins de travail, l'hiver quand même. C'est à faire tous les 2-3 ans, mais on la répartit, du coup, finalement, on en fait tous les ans. Ouais. Et puis après, vous me dites si je me trompe, il y a la taille d'hiver, et puis normalement, il peut y en avoir une au printemps, ou alors une taille plutôt pour enlever des fruits, ou quelque chose comme ça? Alors, nous, ces dernières années, c'était plus un travail pour avoir plus de pommes. Ce dont tu parles, c'est l'éclaircissage, Voilà. et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'année dernière, on a bien bossé. On a testé plein de nouvelles choses hyper intéressantes et encore plus responsables, qui ont marché sur certaines. Du coup, on a une bonne production. Mais du coup, dans les pommes, si on a une trop bonne production, on peut avoir une alternance l'année suivante. Donc le verger, le plus vieux verger, qui l'année dernière a fait une super production, et là on se disait, ils ont 30 ans mais ils produisent super bien. Bah, cette année, il y a des variétés où on n'a rien, parce que du coup, les arbres étaient sûrement trop chargés l'année d'avant, quoi. Mais c'est quand même plus un truc qui est en pomme de table, l'éclaircissage. Eux, ils le font énormément, ils font de l'éclaircissage chimique, ils font de l'éclaircissage manuel, parce qu'ils valorisent aussi à un prix beaucoup plus élevé, donc ils peuvent investir plus de temps là-dedans. Nous, on ne fera jamais de l'éclaircissage manuel à la main, à aller enlever des pommes. Ouais. On aime ça, mais... Ah ouais, il faut dire qu'on est en pomme à couteau, donc il y a un énorme travail sur l'esthétique. Juste, je me permets de vulgariser, parce que tout le monde n'a pas cette expression. Pomme à couteau, c'est une pomme de table. Voilà, c'est la pomme qu'on trouve dans le commerce, et du coup, nous, on a la chance que notre priorité, c'est le goût. Et c'est pas l'esthétique de la pomme, c'est pas son calibre, donc la taille, c'est pas sa teinte. Si nous elle est légèrement tachée mais qu'il n'y a aucun impact sur le goût, on s'en fiche. Alors qu'en pomme de table, on va utiliser plein de produits chimiques juste pour que la teinte soit un peu plus sympa et plus sexy dans le rayon, quoi. Ça, on le fait pas et on est bien content de pas le faire. Et on a aussi l'énorme avantage que les variétés de pommes à cidre, elles sont moins précoces, elles sont plus tardives. Donc en fait, il y a tout un tas de ravageurs, d'insectes qui viennent abîmer les pommes, de maladies fongiques qui ont lieu tôt au printemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur ce verger là dans lequel on est, on bosse beaucoup plus parce que c'est la seule variété qu'on a en pomme de table. On se rend compte en fait du boulot colossal que c'est de faire de la pomme de table, là où les autres, en fait, vu qu'elles fructifient plus tard, la plupart du temps, on a beaucoup moins de travail à faire, quoi. Mais ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de pommes de table du tout. Dans ce verger, en fait, c'est les pommes Ah, les pommes à compote, c'est les pommes de table aussi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça nous a amené une diversification aussi, c'est que du coup, on a la chance d'être proche du Mans, qui est quand même une grande ville, et du coup, l'an dernier, on a fait de la cueillette. C'était génial, quoi. On avait des gens qui venaient passer un bon moment dans les vergers et tout. Peu de travail pour nous, parce que du coup, on n'a pas à les ramasser. Les clients, ils avaient des pommes à pas cher par rapport à ce qu'on trouve dans un magasin bio, et tout le monde était gagnant. C'était vraiment bien. Ouais, c'était trop bien. On va le refaire Donc cette année. On veut garder une partie de ce verger parce que du coup ça nous a beaucoup plu. Puis économiquement c'est très intéressant aussi. Donc on va réduire cette proportion, mais on a besoin d'un peu plus de pommes à cidre, mais on va garder un petit peu ces pommes de table. On parlait des pommes de supermarché qui sont beaucoup traitées. Il me semble qu'en France, la pomme est le fruit qui reçoit le plus de traitements par année. Vous êtes en bio, mais on a beaucoup parlé de traitement quand même. Qu'est-ce que vous mettez? Pourquoi? Et peut-être même ce qui serait intéressant pour vulgariser aux gens, dans une pommeraie en fait, dans des gens comme vous qui cultivez uniquement de la pomme. Parce que les maraîchers, les maraîchères, les saisons, ça s'enchaîne. Il y a 15 000 cultures dans l'année, tu vois. Vous, finalement, tout est déjà planté. Il n'y a qu'une récolte. Ouais. Donc comment ça se passe une année dans une pommeraie? Comment on dit d'ailleurs un cultivateur de pommes? Arboriculteur, cidriculteur aussi, mais nous on se dit souvent arboriculteur. Ok. Ouais. On dit plus verger que pommeraie, ouais. Pour simplifier, en hiver, on va venir tailler nos pommiers. Au printemps, c'est là où la biodiversité est la plus active. C'est là qu'on a le plus de travail dans les pommiers. Et là, on va venir lutter contre certains insectes qui vont faire des ravages, contre la météo, les maladies dans les pommiers. Et donc, c'est là qu'on a le plus de traitements et plein de travail aussi, de solutions manuelles qu'on teste. Donc ça, c'est au printemps. Et qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Nous, on est en bio, donc ce qu'il faut savoir en bio, c'est que les traitements ne sont pas interdits, c'est juste des produits différents, avec des produits plus naturels, ou parfois des produits identiques aux conventionnels sur des concentrations beaucoup plus basses. Nous, notre objectif, c'est sûrement un peu idéaliste, mais ce qu'on aimerait à terme, c'est avoir zéro intrant.
rien qui vienne de l'extérieur pour s'occuper des vergers. Donc on teste des choses. Donc on a installé beaucoup de nichoirs à mésanges notamment qui vont aller manger certains vers qui se transforment sinon en papillons et qui vont pondre dans les pommes, les carpocaps notamment, les hoplocampes aussi. Une autre solution, ça pourrait être d'installer des nichoirs à chauves-souris qui aiment beaucoup les carpocaps aussi. Ça, on en a naturellement dans les vieux bâtiments qu'on a. Voilà, mais peut-être qu'on installera des nichoirs pour avoir une population un peu plus large. Des nichoirs à chauves-souris, ça existe ça? Ouais, en fait c'est 2 planches de bois comme ça, 2 cm entre les deux, avec une petite planche là, elles se posent, elles se mettent là. Ok, voilà. Excellent. On verra tout à l'heure, mais il y a des bandes cartonnées qu'on a mis le long des arbres, dans lesquelles les carpocaps viennent descendre, se loger pendant l'hiver, on enlève ensuite les bandes cartonnées pour les retirer. Donc nous, on essaie de faire de plus en plus de méthodes naturelles pour limiter les intrants, même les intrants bio. Ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps et que pour l'instant, il y a peu de retours d'expérience là-dessus. Donc on teste et on essaie, même si c'est pas facile, vu qu'il y a plusieurs choses qui peuvent influer. Il y a la taille, il y a les bandes cartonnées, il y a les nichoirs, de savoir lequel porte ses fruits. Plusieurs variables. Donc on essaie des fois de se dire, sur cette partie de verger-là, on fait que ça. Et voyons si ça fonctionne. Et voilà, et on essaie du coup de limiter. Maintenant, ce qu'on met actuellement, c'est surtout des amendements. Donc on vient nourrir le sol avec notamment de l'azote ou des choses comme ça, sous forme de granulés qu'on vient... Mais directement posé sur l'herbe? Ouais, directement posé sur l'herbe, au niveau uniquement sous les arbres. Sur la ligne, ouais. On ajoute du calcium aussi, qui permet d'augmenter le pH. On amène de la chaux une période de l'année effectivement pour corriger le pH sur certains vergers où on fait des prélèvements pour savoir dans quel sens rétablir le pH. Mais le calcium, c'est plutôt de ce que j'ai compris de ce que m'a dit papa. Le petit tuyau qui arrive et qui nourrit la pomme, au début du printemps, il est très fragile et en fait le calcium, ça me permet de le solidifier un peu, d'avoir moins quand il y a du gel, des tuyaux qui éclatent et qui font qu'en fait les fleurs ne se transforment pas en pommes, quoi. D'accord. Ces traitements-là, c'est surtout ça. Donc des amendements, donc la chaux pour le pH, des pelés qu'on met sur les arbres pour l'azote notamment, du calcium. Et après, une des maladies principales qu'on voit pas mal ici cette année, c'est de la tavelure. Dans la pomme, il y en a beaucoup. C'est une maladie fongique. Et du coup, celle-ci, c'est celle qui nous demande le plus de travail. Donc c'est de la bouillie bordelaise, donc c'est du cuivre notamment, qu'on vient mettre sur les arbres quand il pleut, pour éviter que ça se propage. En fait, le problème, c'est que s'il y en a sur toutes les feuilles, après, il n'y a plus du tout de photosynthèse et du coup, ça ne fructifie pas. Voilà, les traitements essentiels, c'est ça. C'est contre ça, contre les quelques insectes comme les parcs carpos, ça c'est plutôt des méthodes naturelles. On met des assiettes collantes pour les hoplocampes aussi, qui sont attirés par le blanc. Ça, c'est une expérimentation qu'on fait là. Dans le bio, parfois, on a des problèmes, mais on n'a aucune solution. Aucun produit n'est autorisé. Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent des dérogations sur des quantités plus limitées de produits qui sont en conventionnel. Ça, nous, on n'est pas fan. Donc du coup, on le fait quand vraiment on est sur le point de tout perdre, mais ça ne nous plaît pas. Du coup, dès les premières années où on était là, on a testé de nouvelles choses. Et les assiettes, c'est une solution qui marche et qu'on a fait avec notre technicien. Maintenant, il propose à d'autres vergers avec lesquels il travaille. Donc là, on est content. C'est le premier test concluant. Donc ça, c'est le printemps. Et ensuite, du coup, en été, là, on va suivre encore l'évolution des pommes. On a un petit peu moins de travail dans les vergers. Là, par exemple, cet été, on va devoir couper les têtes des arbres. Donc là, la sève étant descendante, c'est encore une période possible pour tailler. On va venir couper la tête des arbres pour les descendre en hauteur parce que là, on n'a plus d'équipement pour la monter aussi haut. Ça, c'est quand tu veux que ça ne repousse pas. Si tu coupes l'hiver, arrivé au printemps, ça pousse énormément. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant, hein, le nombre de nouveaux départs qu'il y a chaque année. Donc l'avantage de le faire en été, c'est que après, tu as l'hiver et du coup, ça appelle beaucoup moins la sève. Donc en fait, ça ne va pas repousser. Donc la taille en haut, on le fait l'été. Et le reste, on le fait l'hiver parce qu'on a envie qu'il y ait des nouveaux départs. Le seul problème de le faire l'été, c'est que tu as des pommes dans tes arbres. Donc en général, les producteurs sont réticents à faire ça parce que tu coupes une partie de tes pommes, quoi. Mais l'été est quand même une période généralement un petit peu plus tranquille parce que vu qu'il fait plus chaud, forcément, il y a un petit peu moins de développement de maladies, d'insectes. Ça dépend s'il pleut, quoi. En ce moment, il pleut pas mal, donc la tavelure, ça continue de se développer. Il faut qu'on surveille. Et alors justement, pour ce qui est de l'eau, je n'ai remarqué aucune irrigation autour de moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc l'été, finalement, c'est pour ça aussi qu'on a moins de travail, c'est qu'on n'a pas à gérer une irrigation. Ici, nous, on n'irrigue pas. On est dans un secteur où on a ce qu'il faut en eau, généralement. Ça donc peut arriver même l'année de la plantation. En effet, c'est là où on en aurait le plus besoin. Mais voilà, en pomme acide, on ne valorise pas non plus assez les pommes pour aller installer tout un système d'irrigation. C'est beaucoup trop coûteux. Puis pour l'instant, on arrive à s'en passer. C'est sûr que ça nous permettrait d'avoir des pommes plus grosses notamment. Papa, il avait déjà fait des essais, un rang à côté de la maison, d'essayer de l'arroser. Effectivement, les pommes, elles grossissent beaucoup plus. Ce qui est un peu plus important
comme on le disait tout à l'heure, sur la pomme de table parce qu'il y a le bon calibre. Là où nous, elles vont être plus petites, mais du coup, il y en a plus qui vont pousser sur l'arbre. Et nous, ça nous va très bien parce qu'il y a du jus dedans de toute façon. Donc nous, on n'irrigue pas. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tout pousser sur le printemps et on broie le plus tard possible. Donc là, on a broyé un peu plus tôt cette année parce que l'année dernière, au moment de la récolte, il y avait tout ce qu'on avait broyé qui rentrait dans la machine de récolte, donc c'était un problème. Donc là, on a broyé il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, on laisse tout pousser assez longtemps, justement pour que ça conserve l'humidité et qu'on n'ait pas de soucis là-dessus. Mais on n'a jamais eu trop de soucis, évidemment. C'est possible que dans les années à venir, ça soit un peu plus le cas et peut-être qu'il faudra se poser la question. On a des producteurs en pomme acier autour de chez nous qui ont ces systèmes d'irrigation. J'en ai un en tête qui est en conventionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne se verraient pas s'en passer. Mais nous, dans tout ce qu'on fait, on essaye justement de se diversifier. C'est intéressant, ça permet d'être moins attaché à la production à l'hectare et de savoir qu'il y a d'autres entrées d'argent et voilà, de suivre un petit peu plus nos valeurs et voilà, mettre un gros système d'irrigation partout, c'est pas génial. Quelqu'un qui a un pommier chez lui, il fait rien, il y a des pommes. Ça dépend combien de pommes tu veux dans ton arbre. Pour ça, nous, on est un peu en phase d'apprentissage aussi. Des fois, on pose des questions qui peuvent paraître bêtes aux gens qui nous aident. L'année dernière, moi, j'ai dit, mais si on fait rien, il se passe quoi? Il faut tester, mais bon, globalement, ils nous l'ont déconseillé parce qu'il peut y avoir des populations d'insectes ou des maladies fongiques qui viennent se développer énormément. Mais la question, c'est toujours ça. On pourrait mettre de l'eau pour avoir plus de pommes, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup? C'est pas sûr. C'est aussi l'intérêt d'avoir quand même un peu plus d'hectares. En fait, nous, on transforme qu'une partie, ce qui fait que s'il y a une année, c'est un peu moins bien, on a quand même suffisamment de pommes pour faire notre transfo, quoi. Donc ça, c'est pour l'été. Maintenant arrive l'automne. Et donc l'automne, du coup, nos premières pommes les plus précoces, elles seront à maturité fin septembre. Donc ça, c'est les pommes de table, celles qu'on a dans ce verger. Et donc là, on organise la cueillette, qu'on va refaire tous les ans maintenant. Et ensuite, du coup, nos différentes variétés, elles ont des stades de maturité différents. Mais en gros, ça va nous amener jusqu'à fin novembre. Dès qu'on a la bonne maturité de nos pommes, on va venir ramasser cette variété avec une ramasseuse qui va venir ramasser au pied des arbres. Et ensuite, on va venir transformer toutes ces pommes en jus déjà. Voilà, donc on va presser toutes ces pommes. Le premier produit qui va sortir, c'est le jus de pomme, parce que là, on n'a pas toute la fermentation, donc voilà. Alors, je me permets juste de te couper parce que tu dis une ramasseuse. Une récolteuse. Il y a un gars dessus. Une récolteuse. Il y a un gars dessus. Non, mais c'est-à-dire, parce que moi, j'en ai jamais vu. Donc, elle est là? Non, parce qu'on se la prête entre plusieurs producteurs. Ah, okay. Pas là, mais elle est chez notre grand-père, parce qu'on stocke un peu de matériel là-bas. Mais c'est un équipement qui a un bras sur le côté, qui va venir sous les arbres. On conduit le véhicule, donc pour passer entre chaque arbre. Et il y a des petites pales en caoutchouc qui tournent. Donc le bras, il n'est pas totalement à 90 degrés, il est un peu plus court. Donc comme ça, toutes les pommes, il va les envoyer vers le centre de la machine. Et là, on a un panier qui va venir ramasser ces pommes et les envoyer dans la trémie qui est derrière. Et après, avec la trémie, il vient devant les bâtiments. Là. On a une table de tri où on est plusieurs. Et du coup, on met dans la benne, ça passe dans la table de tri, on trie tout. On enlève toutes les mauvaises, toutes les pommes pourries, pour ensuite arriver dans un bac qui sont lavées, qui vont être broyées. Et ensuite qu'on va venir presser. Mais alors du coup, ça veut dire qu'on ramasse que les pommes au sol? Ouais, donc là, il faut les faire tomber. Est-ce qu'il y a comme... j'ai déjà vu dans les orangeries le tracteur qui secoue l'arbre comme ça, qui le fait vibrer pour que tout tombe. En gros, ça c'est vraiment une partie sur laquelle on s'est énormément mécanisé. On secouait à l'époque nous-mêmes. Donc on sortait les casques de moto de mon père et on secouait. On montait dans les arbres. Il y a encore imparable, il y a encore 2 ans, on faisait ça. Hein. Non. Ouais, avec le casque du parc Astérix qu'on avait quand on avait 12 ans et l'autre qui avait un casque de chantier et tu montes dans l'arbre et tu secoues. Mais c'est dur. Enfin, sur les jeunes arbres, ça va. Les tu peux arbres rester en bas. Sont devenus trop gros. Et si c'est trop gros comme les anciens, bah, tu es obligé de monter. Et là, monter à chaque arbre, c'est... Ouais, parce que rien que cette ligne là, je suis déjà fatigué. Ouais, donc soit on secoue, soit on utilise des gaules, c'est des grandes branches et on vient taper sur chaque branche pour faire tomber les pommes. C'est des branches de noisetier, ouais. Et du coup, ça c'est bien, mais encore une tâche très chronophage. Donc il existe des équipements qui secouent, mais il y en a peu et c'est horriblement cher. Du coup, on a la chance d'avoir un père qui a eu un passé mécanique et donc il y a un développement maison d'un équipement à l'aide de câbles qui nous permettent d'atteler un arbre, d'accrocher un arbre avec un crochet et le câble va venir secouer. En fait, on se met juste sur la prise de force du tracteur et ça va venir secouer nos arbres. Donc il y en a un de nous deux qui reste dans le tracteur et l'autre qui se met derrière avec l'hameçon, si tu veux, qui vient prendre l'arbre, qui dit ok à l'autre, il secoue un peu, on enlève et on passe. Alors ça reste long, hein, mais c'est... Ça fait moins mal au bras, moins mal aux épaules, moins mal au dos. Et pour le ramassage, c'est pareil, à l'époque on faisait tout à la main et encore en ce moment quand on a des pommes un peu fragiles, parce que la main c'est quand même l'idéal, hein, les pommes n'ont pas de choc. Bah oui, parce que j'imagine que ça, après là, ça abîme la peau du fruit. Même quand ça tombe. Hein. Quand ça tombe aussi. Ah oui, c'est clair. Ça c'est une grosse problématique, on est obligé de transformer vite.
On ne voulait pas perdre en qualité, surtout pour ces pommes qui sont pour les industries. La valorisation de la pomme, elle est à la tonne, c'est impossible de ramasser à la main. Donc on a dû utiliser la machine. Et pour les pommes acides, du coup, donc ici on doit être très réactif. Dès qu'elles sont ramassées, elles sont triées et elles sont envoyées directement pour être transformées le plus rapidement possible. On applique un peu ça aussi sur les pommes acides. Certaines années, on ramasse certaines variétés à la main encore. Et celles qu'on ramasse, on essaye d'être très réactif pour que les pommes, une fois triées, celles qui ont pris un choc, mais que le choc n'a pas fait pourrir encore la pomme, que ça n'ait pas le temps de pourrir, qu'on puisse le transformer très rapidement. Et ça nous est arrivé il y a 2 ans de ramasser beaucoup à la main. C'est si des fois tu as une variété qui est beaucoup plus précoce que l'autre, mais qui va dans le même produit. Bon, bah, la première, on la ramasse à la main pour qu'elle soit moins choquée. Et du coup, elle peut patienter un petit peu jusqu'à ce que les autres mûrissent assez pour les ramasser à la machine et ensuite presser. L'autre option, c'est de presser l'un puis l'autre, mais c'est pas toujours évident. Après, il y en a qui pressent des pommes qui ne sont pas à maturité. Là, c'est la recherche du goût qu'on veut. Et nous, là-dessus, on essaye d'aller le plus loin possible. Et donc, avoir une pomme à sa maturité le maximum, c'est le top. Mais ça a évolué parce que quand on a commencé, nous, les premiers travaux qu'on faisait quand on était tout petit, on avait un seau et on était payé 50 centimes de francs du seau et on remplissait les pommes à la main et on les foutait dans un palox en bois. Et il y avait tous les copains de papa et maman qui étaient là et qui nous aidaient. Et encore il y a 2 ans, quand on l'a fait, on est obligé de faire avec les copains qui viennent nous aider. Ça, c'est toujours des bons moments. Ça, c'est faut le faire en famille un peu et le reste à la machine. C'est l'idéal parce que si on fait tout, c'est marrant au début, mais à la fin, ça l'est un peu moins. Tu m'étonnes. Mais alors ça veut dire qu'il n'y a aucune pomme de conservation. Tout est tout de suite transformé ici. Ouais, nous on n'est pas équipés du tout comme un producteur de pommes de table. Les producteurs de pommes de table, ils ont des grands frigos chez eux et ils stockent les pommes pendant toute l'année. Vous pouvez expliquer ça aux gens s'il vous plaît? Que les pommes qu'ils mangent en juillet... Ouais. La pomme, c'est le seul fruit que vous trouvez toute l'année en supermarché. Il y a une raison, c'est qu'ils sont en frigo toute l'année. Il n'y a qu'une seule période de l'année où c'est récolté, qui est globalement autour d'octobre. Donc si vous l'avez dans votre supermarché en juin, c'est qu'elle est passée tout l'hiver et le printemps au frigo. Ça c'est fou, on se rend pas compte. On mange de la pomme toute l'année. Ouais. Et c'est pour ça qu'on était ravis de faire la cueillette là, pour la première année. Bon, c'est toujours génial ce contact avec nos consommateurs. Mais là c'était trop bien parce que du coup on pouvait leur expliquer. Ils nous demandaient combien de temps je peux garder cette pomme. Bon bah vous la gardez dans la pièce la plus fraîche, vous les mettez bien à plat pour ça enlever les pourris. Et ils comprenaient vraiment la vie de la pomme quoi. Je la ramasse, je fais attention, je peux la garder tant de temps. Et encore on leur expliquait que c'est une pomme qu'on vend au kilo parce qu'elle a une capacité de conservation plus importante que les autres. Ils disaient ah bon mais je peux pas la garder plus longtemps. Je dis bah oui mais là va falloir mettre tout au frigo et ça permet de temps en temps d'expliquer aux gens comment ça marche. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui savent pas. On a une activité hyper saisonnière mais c'est ce qui est sympa aussi, tu fais jamais la même chose dans l'année et du coup tu as une période de récolte dans l'année qu'il faut pas louper parce que toute ton année est là-dessus et ce qui peut être des fois frustrant. Moi j'adore faire des nouveaux produits tout le temps, je peux le faire qu'une fois dans l'année. Quelqu'un qui fait de la bière, tous les mois il peut essayer des nouvelles choses. S'il se loupe, s'il a une maladie, il peut recommencer. Et c'est pour ça qu'on se bat pour valoriser nos produits, c'est parce que y a autant de travail que dans le vin quoi. Même là en ce moment on est en train par exemple de déterminer la quantité de bouteilles qu'on va faire pour l'année prochaine. On le fait là et c'est un choix par an. Et donc, il ne faut pas se louper parce que si j'en fais trop peu, il y a un moment, on va me demander du cidre et je ne pourrai plus en vendre. Et là, c'est terrible quand on a envie de se développer vite pour vite pouvoir vivre de ça. Mais si on en fait trop, on va aussi stocker. Et on a des crêperies avec lesquelles on bosse qui nous font confiance pour qu'on soit le seul producteur proposé chez eux. Ceux-là, on ne peut pas les décevoir. Si à la moitié de l'année, je leur dis j'ai plus de cidre pour vous, c'est assez technique, il faut bien viser. Mais ouais. Mais alors, ça veut dire qu'il y a vraiment des variétés à jus, à cidre, à table. Là, les pommes qui sont derrière moi, je ne peux pas en faire du cidre. On pourrait les travailler en cidre, mais en fait, si on prenait que les pommes de table pour faire du cidre, ce serait dommage. Je vais simplifier. Dans les pommes, de manière générale, on a les pommes acides, les pommes amères et les pommes douces. Les pommes de table, c'est que les pommes douces. Alors, il y en a plus acides, un peu plus amères. Mais on va simplifier, il n'y a que les pommes douces. Ça, c'est celles qu'on trouve dans le commerce. Nous, on a des pommes, elles ne sont pas mangeables. C'est d'ailleurs plutôt drôle parce que si on s'amuse à en goûter quelques-unes, il y en a, elles sont acides comme un citron. Donc là, on a l'œil qui frétille un peu. Et il y en a certaines, ça assèche immédiatement la bouche tellement elles sont amères et on recrache immédiatement. Celles-là, tu ne peux pas les manger. Enfin, tu peux, mais tu vas pas prendre beaucoup de plaisir. Mais au moins, on va avoir la palette aromatique globale la plus large en fait. Nous, c'est ce qui nous intéresse, la plus large dans la pomme. C'est comme un chef cuisinier, s'il prend un citron, il ne va pas le manger comme ça. Mais par contre, dans sa cuisine, c'est hyper intéressant. C'est exactement ce qu'on fait ici. Il y a des pommes, elles ne se mangent pas. C'est pas grave parce que nous, on en fait du jus et on assemble ces différents jus. Donc la pomme douce, t'as dit ? Voilà, de table, elle peut être utilisée pour le cidre, mais pas que, sinon ce serait un peu trop, ce serait dommage. Notre jus de pomme, je te spoil un peu, excuse-moi de la dégustation, mais on juge qu'il est meilleur qu'ailleurs. Sur le marché, il y a énormément de producteurs de pommes de table qui utilisent leurs pommes qui sont abîmées, pas calibrées, tachées, ce que tu veux, et ils les transforment en jus. C'est très bien d'ailleurs. Mais forcément, du coup, on n'a que des pommes douces. Donc on a un jus de pomme qui est doux, qui est agréable,
Mais nous, on a un petit peu d'amertume qui donne beaucoup de longueur en bouche et qui permet de mettre un peu moins de sucre. L'amertume, quand c'est bien dosé, ça donne de la rondeur. Et on a de l'acidité qui réveille les papilles. Et ça, c'est sympa. Et du coup, en fin de dégustation, on sent ça réveille un petit peu et c'est pas juste doux. Quand c'est doux, bon, ça s'éteint, tu nous diras, mais ça fait un peu plus voyager et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que pour le cidre et les jus, vous mélangez les pommes acides et les pommes amères. Ouais, on fait différents assemblages. On a des cidres monovariétaux, qu'une pomme, où là c'est intéressant d'aller à fond sur l'acidité par exemple, et certains cidres où on fait des mélanges de variétés, donc il y en a qu'on retrouve dans plusieurs de nos cidres. Ce que tu disais là, on s'en rend peut-être un peu plus compte. La phrase que tu m'as dite ce midi. Ce que je disais ce midi, c'est que nous on estime qu'on fait le travail du vin et on le vend au prix de la bière. Voilà. Et effectivement, c'est très similaire au vin parce que de la même manière, alors nous on n'appelle pas ça des cépages, mais eux ils ont différents cépages où soit tu choisis d'aller à fond sur un seul cépage, soit tu fais aussi une combinaison de cépages et du coup tu peux vraiment, voilà, en assemblage, tu peux vraiment t'amuser et tu peux en plus de ça, après, pendant la fermentation, aller plus ou moins loin pour garder plus de sucre ou au contraire aller plus loin si tu veux que l'acidité ressorte plus. Donc il y a pas mal de manières de faire des produits différents et nous on a une douzaine de variétés. Et c'est notre combat ici, on pourra en parler des heures, je vais simplifier, mais en fait on a beaucoup de collaborateurs, d'autres producteurs qui vendent à des prix, je sais, ils ne peuvent pas en vivre. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont d'autres activités à côté. Ça vient des fermes en fait à l'époque, tout le monde avait ses activités agricoles, ils faisaient un peu de cidre à côté pour leur consommation personnelle, pour les employés. Ils n'avaient aucune connaissance du coût de revient, ils passaient beaucoup moins de temps aussi dessus, on le buvait s'il était bon seulement. Et nous aujourd'hui en professionnalisant autant, on se rend compte qu'on ne peut pas être au prix de la bière. La bière, la base c'est de l'eau, on peut en faire autant de fois dans l'année qu'on le souhaite. Si on se plante, on recommence. Nous c'est comme le vin, s'il gèle on perd tout, s'il grêle on perd tout, s'il y a une population trop importante d'un insecte, on peut tout perdre. Donc, il y a beaucoup plus de risques. On ne peut pas juste augmenter le prix et dire ça c'est le juste prix parce que déjà les consommateurs ne vont pas comprendre, nous ça doit se justifier. C'est aussi pour ça qu'on se bat pour professionnaliser notre travail, pour avoir des produits qui sont meilleurs chaque année, amener des nouveautés, tout ça pour que grâce à notre travail on puisse augmenter le prix des produits et arriver à un prix qui va nous permettre d'en vivre. Et c'est lié aussi, tu parlais tout à l'heure du travail un peu sanitaire, on parlait des maladies dans les vergers, mais il y a aussi des maladies qui peuvent se développer dans les cuves. Et il y en a une notamment qui s'appelle le Brettanomyces. Il y en a que ça ne dérange pas parce que ça leur rappelle le cidre fermier, justement, je te disais, filtré à la paille qu'on faisait chez Papy Mamie. Le Brett, c'est dans énormément de vin, énormément de cidre. Et en fait, c'est une maladie qui a un goût très fermier, où une fois qu'on la détecte, c'est dur. Et en fait, nous, on essaie de faire un maximum de choses justement pour éviter d'avoir ce genre de maladie, pour avoir des produits qui sont tout le temps bons, qui n'ont pas de maladie. Et ça, c'est beaucoup de temps et aussi de recherche. Parce que ça, il y en a dans tellement de cidre, mais on s'en rend pas compte. Et tellement de vin. Moi, quand quelqu'un me dit j'aime pas le cidre, je demande toujours pourquoi. Souvent, il y a cette raison-là. Vous avez tous goûté des cidres qui sont avec des goûts fermiers, qui sentent un peu l'écurie, qui sont un peu désagréables. Et il y en a, ils disent le cidre, c'est dur à boire. Un pur normand, un pur breton, il va adorer pour ça. Il va dire ah mais j'adore un cidre, c'est dur et tout. Et c'est pas ça en fait. Ça, ces goûts-là, ça nous ramène sur ces défauts-là et on sent plus la pomme. C'est très dur parce qu'on ne sait pas d'où elle vient exactement, cette bactérie. C'est inoffensif pour l'homme. C'est juste que c'est pas bon. Ça change le goût. On essaye d'être un peu précurseur et on répond d'ailleurs à des appels à projets. Autant que possible, on demande des formations pour creuser ce sujet et réussir à s'en passer. On sait juste que si on est irréprochable sur le côté sanitaire, il y a beaucoup plus de chances qu'on ne l'est pas. Et du coup, nous, ça nous est arrivé de jeter des cuves à cause de ça. Parce qu'on ne veut pas que d'une année sur l'autre, dire bah c'est pas grave, on le vend, il a un goût d'écurie et on verra l'année prochaine. Donc nous, des fois, on jette des cuves. Quand tu jettes une cuve, ça fout les boules. Ça fait, comme on dit tout à l'heure, 1 an que tu bosses dessus. Des fois, c'est ça. Et puis des fois, c'est d'autres maladies. Ça peut être le framboisé qui est beaucoup plus rare, mais où là, tu peux vraiment pas le boire. Et donc là, ça peut arriver de jeter des cuves comme ça. Tu me parlais de jeter une cuve entière et on parlait aussi du prix juste. Vos gammes de prix, c'est quoi sur le cidre? Prix public, Prix public, nous, nos cidres, ils sont, je simplifie, mais aux alentours des 6 €. Après, on a plusieurs gammes. Et on a une gamme historique où on essaye d'avoir des produits un peu plus abordables. Et on a une gamme sur laquelle on va venir innover, sur le vin de pomme par exemple, où là, il y a plus de travail, il y a moins de quantité, donc on a des prix plus élevés. Cette gamme avec des produits innovants, là, on est à 12 € la bouteille. Sur les cidres les plus distribués, on est autour de 6. Et après, sur les jus de pomme, on est à 4,50 €, 5 €. L'avantage de bien travailler, c'est quand même qu'en général, quand les gens y goûtent, ils comprennent et ils reviennent. Nous, on est persuadés que c'est le juste prix. Et d'ailleurs, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais c'est déjà pas facile d'en vivre pour nous ici. Des fois, on se demande vraiment comment il y en a qui arrivent à en vivre sur des produits où ils perdent de l'argent en vendant une bouteille, quoi. Et on connaît des gens pour qui c'est le cas, quoi. Et c'est vraiment une culture populaire, le cidre. Il y a vraiment un peu, des fois, un désamour du cidre vu comme un truc très populaire, un truc fermier, comme on disait. Là où le vin, c'est l'inverse, c'est plutôt une image qui a changé d'ailleurs.
où maintenant un élevage un peu haut de gamme, alors qu'avant c'était vraiment l'alcool de table. Le cidre, il y a du retard là-dessus. Le vin est passé d'un produit de ferme à un produit haut de gamme, mais ça a demandé un long voyage. Et le cidre, j'ai quand même l'impression qu'on est au début de ce voyage. On n'est pas les seuls à avoir de bonnes idées comme ça, à vouloir faire des produits de qualité. Il y a plein de jeunes ou moins jeunes qui lancent des productions en France et en Europe. Nous, on voyage pas mal sur des regroupements dès qu'on peut de producteurs. Parce qu'il y a En plein train de pays, notamment, je rappelle que ce monsieur prend le train tout le temps. Ouais, Mais oui, pas moi d'avion. aussi, je limite beaucoup. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris l'avion et je limite beaucoup, s'il te plaît. En Espagne notamment, les Asturies, on a été souvent invités par un groupement de producteurs et c'est génial parce qu'il y a plein de techniques différentes. Et j'ai fait une partie de mes études en Espagne. Quand je parlais du cidre là-bas, ils disaient nos cidres ici, ils sont dégueulasses. Quand ils ont goûté les nôtres, ils ont adoré. Et j'ai compris après, parce que quand on a été invités dans les Asturies, ils ont un cidre qui pousse jusqu'au bout de la fermentation. Il est très acide. Tu dois connaître parce que si tu parlais des cidres cidres du basques, Pays c'est Basque, le même. c'est la même chose. Ce qu'ils appellent la cidra natural. Là, c'est natural au possible. C'est-à-dire, tu mets dans la cuve, tu touches pas, et quand tout le sucre s'est transformé en alcool, tu le bois. Et du coup, vu que tu touches pas du tout, alors au début, ça fait un peu bizarre. Une fois que tu as l'habitude, ça va, mais du coup, tu as l'impression que l'estomac il est en train de c'est assez acide. percer, hein. Clairement, c'est compliqué. Mais une fois qu'on y prend goût, et eux, ils en boivent énormément. On s'était amusé à regarder le nombre de litres dans les Asturies qu'ils boivent par habitant, c'est colossal. Et ils le servent du coup comme ça, où tu dois le frapper contre le verre, parce que vu qu'il n'est pas pétillant, il faut une émulsion quand même avant de le boire. En tout cas, il y a tout un folklore qui est incroyable et eux, ils sont aussi très ouverts sur le monde et ils nous ont invités, ils se fichent de la taille de la production, ils regardent la qualité, ils ont goûté nos produits et ils nous ont invités et c'est génial. Il n'y a aucun intérêt commercial là-bas, c'est vraiment juste on se regroupe entre producteurs. Entre passionnés quoi. Italiens, il y a même un japonais, il y a plein de pays, on se retrouve et on partage sur toute cette professionnalisation du métier, les techniques et tout et c'est cool. Des fois, il y a des belles trouvailles et puis des fois, il y a des trucs... On a bu du cidre aux algues de 2 gars très sympas du Maine aux États-Unis. Ils font des produits top, mais alors il faut s'accrocher sur celui aux algues. La prochaine fois que vous y allez, vous m'invitez, hein, parce que moi je suis plus proche de là-bas que de chez vous ici. Hein. Et bah septembre. Notre père il est en septembre. Ah, oui, que je fasse une petite visite. Et là finalement on a fini l'automne, on a fait toute la boucle? Non. Fin automne, donc là on transforme les produits en jus. Donc le premier produit qui va sortir, je ne rentre pas dans le détail de la transfo, on le fera sûrement pendant la dégustation. Donc le premier produit qui sort, c'est le jus de pomme. Et ensuite, les jus qui sont à destination des cidres, on va suivre toute la fermentation pendant l'hiver. Il faut 2-3 mois et début février minimum, ça peut être février-mars, on a les premiers cidres qui sont prêts. Là, on fait le traditionnel vente de vrac. On a quelques anciens qui ont gardé cette tradition de venir chercher, comme dans les fermes à l'époque, le cidre au litre. On a du mal à faire en sorte que les jeunes perpétuent cette tradition. On a fait de la com pour faire venir les jeunes au vrac. Mais bon, là, c'est contraignant. Il faut avoir ses bouteilles, tout ça. Donc, Mais c'est sympa, tu viens avec ton cubi, puis chez toi, tu les mets en bouteille et tu as la seconde fermentation qui a lieu chez toi dans les bouteilles. Celle qui fait l'émulsion, quoi. Donc après, on met le cidre en bouteille et en effet, il y a cette seconde fermentation. Et donc là, encore quelques semaines plus tard, le cidre sera prêt à être vendu. Voilà. Donc si on fait le résumé, c'est ça, c'est taille, donc après plus d'un entretien des vergers, ensuite récolte et ensuite fabrication du cidre et ainsi de suite. Ouais. Donc si on résume, il faut 1 an et 3-4 mois pour avoir un cidre. On a fait tout le tour. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ou est-ce qu'on va voir in situ comment ça se passe et qu'on goûte tout ça? Bah, on va aller voir, on va goûter. Plus rien à rajouter, Théo? Oh, je pourrais parler des heures, mais on va aller... Bah ça tombe bien, on va encore parler pendant 1h30. Hein. Ça marche. Et bah let's go, merci les gars, on y va. Les amis, toujours en direct du domaine de la Mare avec Théo et Robin. Je vais faire une petite dégustation de tous ces produits. Il se peut que je finisse dans un état sympatoche, qui fera en sorte que je ferai une très bonne prestation ce soir au spectacle. Mais avant qu'on aille découvrir tous ces produits et qu'on goûte tous ces sites, toutes ces productions, ce vin de pomme également, on s'était dit qu'on allait faire un petit tour dans les vergers pour voir un petit peu de plus près ce qu'il en est. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? On a parlé pendant l'interview des assiettes, alors c'est ça? Ouais. Parce que je me demandais si c'était des vraies assiettes, donc oui c'est des vraies assiettes. Oui, c'est des vraies assiettes. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça c'est une méthode qu'on est en train de tester. Il y a d'autres producteurs qui la testent aussi. Il y a un ravageur qui s'appelle l'Oplocamp. C'est un papillon qui vient faire des dégâts sur nos récoltes et du coup on met des assiettes qu'on achète qui sont attirées par la couleur blanche. On met une colle, ils viennent du coup se coller dessus, ce qui permet de réduire un peu la population. Les Oplocamp, c'est un ravageur qui augmente très fortement d'année en année en ce moment dans pas mal de vergers de pommes.
Là, au-dessus, là, qu'est-ce que c'est là? Il y en a plusieurs, des petites boîtes de conserve comme celle-ci, Ouais. comme celle Alors qu'il y a ça là-bas. c'est particulier, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a eu dans ce verger-là un souci de pollinisation. Et du coup, les deux variétés qu'on a se pollinisent mal. Il y Ça a se peu de pollinise fruits. presque pas. En fait, on a changé de technicien. Le technicien de l'époque nous a mal conseillé. Il nous a conseillé deux variétés. Si on remonte la généalogie, c'est la même pomme. Donc vu qu'une même famille, pomme ouais. ne se pollinise pas, ben, on ne pouvait pas avoir de pollinisation. On en avait un petit peu parce qu'on a d'autres vergers pas loin. Déjà, on s'est dit, ok, il va falloir qu'on ramène une autre variété pollinisatrice. Du coup, on a coupé la tête d'un arbre sur 10. On verra, on peut le au voir un peu plus loin. troisième tiers. Bah, tout là-haut, là, on le voit, mais Ah ouais. voilà, là, on a coupé là-haut. On Ouais, voit ici. le greffon avec la cire et il y a les deux. Deux petites branches sur les côtés, à droite et à gauche, ça c'est les greffons. Il se trouve que là ils sont pas bien repartis, du coup on les voit bien, c'est comme ça qu'on les a installés. Et sur la plupart de nos arbres, eh ben, la branche a pris vie on va dire, et là on a la nouvelle variété qui sera dans la dernière partie de l'arbre. Donc là, ça veut dire qu'il y a une variété en dessous Ouais. et une nouvelle au-dessus. Ouais. Et si on veut sur un pommier, on peut mettre 10 variétés, on peut mettre des poires, on peut mettre plein de choses, c'est ça qui est hyper sympa. Donc ici on aura mis de la judaine, une variété dont on a besoin pour la pollinisation. Donc ça c'est pour dans 2 ou 3 ans, parce que le temps que la branche elle rentre en fortification et puis ensuite qu'elle fasse des fleurs, parce qu'on en a qui ont bien fonctionné, mais les fleurs on n'en a pas cette année, ce sera pour l'année prochaine. Donc en attendant on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait encore 2 ans sans pommes? Ou est-ce qu'on trouve une solution? On s'est dit on va trouver une solution. On va aller chercher les branches dans le verger d'un collaborateur qui a cette variété. On va couper la branche avec les fleurs et on va le mettre dans des pots de fleurs dans le verger. Mais non. Donc si on achète 500 pots de fleurs dans le commerce, ça va nous coûter une fortune. Donc on s'est dit, on a contacté l'hôpital qui nous a fourni ces conserves, voilà, du coup Pour la vides. nourriture. Et nous, on est venu en faire des pots de fleurs qu'on a accrochés à tous les piquets du verger. Mais fait, non. On a mis de l'eau, on a mis les branches comme un pot de fleurs. Et là, du coup, les abeilles sont venues dessus et sont venues faire la pollinisation dont on avait besoin. Mais c'est une dinguerie. Ouais. Et on Mais est obligé de faire ça du coup pendant 2 ou 3 ans, le temps que les départs fructifient là-haut, quoi. Et on a des ruches aussi du coup, même s'il y a aussi des abeilles dans la nature, mais on a des ruches pour favoriser la pollinisation. Mais du coup, ça veut dire qu'elles viennent d'où les branches en fleurs là? D'un autre producteur qui est pas très loin d'ici, qui a Mais cette variété. Mais du coup, ce producteur, il n'aura pas des fruits puisque vous avez filé les branches. Il y a beaucoup de nouveaux départs sur un arbre. D'ailleurs, on fait de la taille en fait. C'est comme si on avait taillé un peu pour lui. Donc il a accepté. Évidemment, on déshabille pas un arbre, on en prend une de temps en temps. Comme un éclaircissage, quoi. On a pris là où il y avait beaucoup de fleurs en se disant, bah là, il va peut-être en avoir trop sur son pommier. On va lui piquer 2-3 branches. Ok, c'est incroyable. Et alors juste, est-ce que l'un d'entre vous peut vulgariser justement, on en a rapidement abordé le sujet, la pollinisation pour que ça se passe? Parce que du coup, le pommier n'est pas autogame. Un pommier, il a besoin d'une autre variété pour le polliniser, pour pouvoir faire des fruits. Il peut tout à fait vivre, mais il ne pourra pas faire de fruits. Donc en fait, les abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont butiner la fleur d'une variété, souvent un peu plus précoce que celle qui va être pollinisée. Et en fait, en voyageant et en allant butiner sur d'autres fleurs, elle va aller déposer du pollen de l'autre variété, ce qui va polliniser, ce qui va permettre de faire naître une petite pomme. Et s'il n'y a pas ce travail des abeilles-là, eh ben, on n'a pas de fruits. Mais alors donc du coup, c'est super important que ce soit une autre variété. L'abeille ne peut pas venir sur le pommier d'à côté, prendre du pollen de là et le ramener dans celui-ci. Il faut Exactement. vraiment que ce soit deux variétés. Exactement. Ouais. Si c'est des variétés de la même famille, ça ne se pollinise pas. On connaît dans la littérature les variétés qui pollinisent, j'ai fait l'expérience des producteurs, celles qui pollinisent d'autres. Le technicien qui nous avait conseillé à l'époque pensait que ces deux variétés-là se pollinisaient, ce qui n'est pas le cas. Et donc on en a rajouté une, comme ils font un peu en pomme de table, où eux ils mettent un arbre sur 10 un pollinisateur. Et d'ailleurs, vous avez peut-être le problème chez vous, on a beaucoup de clients qui me disent moi j'ai pas de pommes chez moi. Alors il y a plein de facteurs, hein. C'est pas forcément celui-là, mais si vous avez qu'une seule variété chez vous, bah, c'est peut-être la raison. Vous allez me dire ah, moi j'ai qu'une variété, pourtant j'ai des pommes et tout se passe bien. Bah, c'est peut-être parce que vos voisins, ils ont ces variétés. Une abeille ça fait 3 km. Donc la pollinisation, si vous avez des voisins qui ont ces autres variétés, ça peut fonctionner. Et c'est pas forcément n'importe quelle autre variété, il faut que ça matche quoi, entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur les itinéraires techniques ici, là, in situ? Le palissage. Donc le palissage, c'est un piquet avec son renfort. Ça, c'est à chaque bougran. Tous les 10 mètres à peu près, on va avoir un nouveau piquet. Et on va y tirer des câbles. 3-4 câbles en fonction de la hauteur de nos pommiers. Alors c'est hyper important surtout pour les premières années d'un pommier. Sur notre plus vieux verger, on a enlevé le palissage. Ça sert plus à rien en fait, le pommier est déjà formé. Et là, on n'a plus besoin de lui donner une direction. Parce que c'est ce qu'on veut faire en fait quand on plante un jeune pommier. On va venir d'abord l'attacher à ce câble-là, histoire de lui dire, tiens, voilà le guide qu'on te donne, pousse droit. Et on peut d'ailleurs s'en servir aussi par les branches. Après, on va l'accrocher au deuxième câble. Ces branches horizontales pour la production de pommes, on va pouvoir les accrocher, pourquoi pas, sur ces câbles horizontaux. Et on va faire ça, en fait, pour lui donner cette forme rectiligne, pour que la lumière rentre bien, qu'il y ait de l'air, et du coup, qu'il y ait une bonne production.
Et au bout de certaines années, du coup, on enlève les câbles. Dans le vieux verger là-bas, tu as dû remarquer, on passait d'un rang à l'autre sans problème, alors que là, on doit faire le tour parce que justement, on a retiré les câbles. Quand ils sont assez gros, il n'y a plus d'intérêt à les laisser. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? On avait parlé pour... Là, il y a un truc que tu peux voir, ça c'est pour lutter contre le Carpocaps, qui est un papillon qui vient pondre ses larves dans la pomme et qui vient les faire pourrir. C'est de la confusion sexuelle. Donc c'est l'anneau rouge que tu vois là. C'est pas très compliqué, ça dégage des phéromones qui font que les Carpocaps mâles ont du mal à trouver les femelles et du coup va pas y avoir de fécondation. Donc en gros là ça réduit pas la population mais ça les écarte des vergers. D'accord. Le carton qu'il y a là-bas en bas sur le tronc, c'est pareil, c'est une lutte ou pas du tout? Ouais, alors c'est aussi pour le Carpocaps. Et donc ça, en gros, alors ça c'est un truc qu'on vient de tester cette année. Ça va pas avoir d'incidence sur la récolte d'octobre, ça aura de l'incidence sur la saison prochaine. En gros, les Carpocaps, une fois qu'ils pondent, ils longent l'arbre pour aller se mettre dans le sol et ils se logent dans les alvéoles du carton, il fait bon et ils passent l'hiver ici. Après la récolte, on ira enlever ces cartons tout simplement pour retirer les Carpocaps du verger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on teste là, on verra si ça a une influence, ça demande pas mal de temps, donc il faudra voir si les résultats sont concluants. Et on ne l'a pas fait sur toutes les variétés pour l'instant, on a fait surtout sur celle de pommes de table où là, on a besoin qu'il y ait des belles pommes pour qu'elles puissent se garder longtemps, quoi. Donc là, on est dans les rangs et je vois que c'est tondu au pied des arbres, mais pas entre les rangs. Ouais, ça c'est pour la récolte. On a besoin le long des arbres, là où la machine de récolte va venir, que ça soit tondu relativement bas pour que ça bourre pas la machine de récolte, alors qu'au milieu, on a moins cet intérêt-là. À la récolte, on va quand même faire ce qu'il faut pour qu'au centre, parce que les pommes, la machine va les ramasser un peu au centre, donc il va falloir quand même que ce soit pas trop. Mais en fait, on vient de développer un broyeur pour l'interrang, c'est facile, ça il en existe plein sur le marché. Par contre, un broyeur pour faire entre les pommiers, c'est très cher, c'est dur à trouver. Et du coup, encore une fois, mon père a mis sa casquette de mécanicien, il vient juste de finir un prototype, ça fait 1 an ou 2 qu'il bosse dessus, et il a fait ce prototype de tête giratoire un peu qui va passer entre tous les pommiers. Et du coup, il vient de le faire là et de faire des tests. C'est pour ça que c'est plus court ici, mais c'est juste une question de timing, quoi. Puis il ne peut pas broyer aussi haut du coup avec ça qu'avec le broyeur qu'on a là, pour le centre. Il n'y a pas tous les réglages. C'est joli là, la conduite là. On voit vraiment, ça limite en espalier, on dirait. Ouais. Notre père, il aime bien dire que la taille, c'est comme de la plomberie, quoi. En gros, si tu laisses un tuyau tout droit, la sève, du coup, elle va aller très vite. Si tu le tords, forcément, ça ralentit. Du coup, ça va ralentir la croissance de la branche. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des belles branches comme ça, qui partent sur les côtés. Pas trop par ici, alors un petit peu. On essaie de le faire un peu plus qu'avant. Il faut quand même qu'on ait un interrang suffisant pour passer en tracteur. Mais du coup, d'avoir des belles branches bien horizontales comme ça, où du coup, s'il y a moins de sève, c'est plutôt des fruits qui vont pousser. Alors que si on les laisse partir en haut, c'est plutôt du bois qu'on va avoir avec la sève qui va être très active, quoi. Et donc la problématique qu'on a, c'est qu'on a des arbres très hauts ici. Idéalement, un arbre, il faut aussi qu'il soit taillé comme un sapin pour qu'en fait la lumière puisse descendre et toucher également les branches du bas. Parce qu'on a tellement de hauteur, quand le soleil il est plus bas, ça va venir totalement couvrir et ombrager la partie basse des pommiers. Et même réflexion si le soleil est haut. Si ça fait comme une canopée au-dessus, en fait, on n'a pas de soleil en bas. Cet été, c'est une de nos missions, c'est de venir réduire la taille de nos pommiers pour que la lumière elle rentre beaucoup plus facilement dans les pommiers. Ok, c'est pas intéressant ça. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir les pommiers qui étaient en face de là où on a fait l'entretien? Parce que c'est vrai qu'ils ont été rabattus très bas, regreffés. C'est quand même pas tous les jours. Elles sont belles celles-là de pommes là. Hein. Ouais, ce que j'allais dire, tu vois qu'il y a des arbres qui donnent plus que d'autres, des variétés qui donnent plus. Celui-là, il est bien chargé. Ah ouais. Donc c'est possible que lui, l'année prochaine, il en donne moins. Mais là, il y a pas mal de pommes dans celui-là. Ouais. Incroyable. Après, c'est des arbres solides, on n'a pas le souci comme sur des pêchers où ça peut casser. Même si les arbres ils sont pleins de pommes, une branche qui casse de temps en temps, mais c'est tout. Et tu fais pas de déguste de pommes, Nico? De dégustation de c'est pommes, pas la saison, malheureusement. Tu peux, hein, mais ça va pas être très bon. Ça va être acide. Les plus précoces, c'est celle à droite. Tu peux tenter ta chance, mais... T'aurais envie de goûter une tomate verte? Pas forcément. Voilà. Tente ta chance, hein. Non, mais du coup, non, mais c'est bon. Est-ce que tu vas trouver cette pomme? Atroce, non, mais hein, je peux goûter. juste, Je goûte? Vas-y. Ça va pas être excellent. Un tout petit peu farineux dans la bouche. C'est acide, un peu amer la peau. C'est pas si mauvais, hein. Ça a du goût. Tu veux pas goûter? Bon, vu comme tu me l'as vendu, Nawel, je sens que je suis un peu Ça se trouve, elle obligé de goûter. Ok. C'est vrai que la peau, elle prend beaucoup de place dans la dégustation là. Par rapport à... Mais tu sens que ça a beaucoup de potentiel, quoi. Ouais. C'est une pomme à fort potentiel. Ouais. Tu peux la jeter? Une pomme HPI. Oui, tu peux la jeter. Voilà. Hop.
Ça, c'est une question que je vous ai pas posée, les gars, tout à l'heure. Les pommes pourries, celles que vous triez, que vous mettez de côté, vous en faites quoi? Pour l'instant, on les met en compost dans le verger. Dans le pré qui est là, ouais. C'est vrai qu'on pourrait peut-être en faire quelque chose, mais voilà, pour l'instant, c'est juste du compost. Moi, quand j'étais au BPRA, les gens n'arrêtaient pas de me dire ouais, tous tes fruits vont tomber, tu vas pas pouvoir les récolter. Comment tu vas faire? Ça va pourrir au sol, ça va t'apporter la maladie. Vous, les pommes pourries, vous les mettez au sol. Ouais. Votre père, il a toujours fait ça, remet les pommes pourries au sol. Ouais, mais il les met dans le pré, il les met pas directement dans le verger. Il les met dans le C'est pré un qui est à sujet côté. qui peut être creusé en effet, hein, voir s'il y a des intérêts et tout. C'est pas ce qui nous est préconisé par les techniciens, C'est ça. plutôt de mettre ça à part. Mais de toute façon, on aime bien tout re-questionner. Alors il y a peut-être des vraies raisons à voir. Peut-être qu'on peut le réutiliser de cette façon-là, ou même le transformer, ça serait l'idéal. Mais j'ai rencontré une petite boîte qui faisait des dessous de verre avec du marc de pomme, mais c'était pas encore imperméable, donc c'était pas au point. Et oui, parce que là, on a parlé des pommes pourries, on va dire, mais il y a également les résidus de vos pressoirs qu'il faut en faire quelque chose, et c'est la même chose, ça va au pré. Ouais, Ouais, pareil. pour l'instant, ouais. Une fois que les pommes elles sont pressées, il reste la peau, les pépins, tout ça. Et ça, nous, on les composte dans le pré également. Donc effectivement, on sort quand même du verger pour éviter par sécurité. Le pré reste à côté des vergers. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis là-dessus. Peut-être qu'à l'avenir, on fera différemment. Là, on a quand même quelque chose d'assez particulier. Le pommier a été rabattu, allez, à 1,50 m. Ouais, donc là, on a fait ce qu'on appelle du surgreffage. Vu qu'on s'est rendu compte que on avait beaucoup de travail sur ces variétés-là, notamment parce qu'elles sont précoces. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus une variété est précoce, plus elle est sensible à la tavelure parce qu'elle va fructifier au moment où il y a beaucoup de pluie, aux insectes qui ont tendance à arriver au printemps. Ça, plus le fait qu'on commence à manquer de certaines variétés pour la transformation en cidre, on a décidé sur une partie du verger d'aller couper effectivement à 1,50 m et de venir surgreffer. Donc là, c'est un genre de cire et on met en fait 2 greffons d'autres variétés. Donc là, c'est des variétés qu'on utilise pour la transformation en cidre. On a décidé de les conduire en biax, ce qui est différent de ce qu'on fait habituellement, c'est ce qui nous a été conseillé, qui requiert normalement moins de taille en fait, parce que quand tu as un axe unique, tu as plus de chances que tu aies une branche qui vienne faire concurrence. Quand tu as un biax avec 2 gros axes, tu as moins de chances d'avoir une branche qui vienne faire concurrence au tronc, quoi. Et donc là, on en a sur peut-être 1 hectare. Mais là, les pommiers, ils avaient quel âge avant que vous les coupiez tous là? Un peu plus d'une dizaine d'années, je dirais. Ouais. Mais ça doit être ultra flippant d'arriver et de se dire je coupe la tête de tous mes arbres et on va tous les greffer. Ouais, après on a dû avoir aussi une vision un peu pragmatique et Robin a fait un bon travail là-dessus quand il est arrivé, c'est de prendre un petit peu chaque verger, de faire un état des lieux, quoi. Ce verger nous a rapporté combien d'heures on y a passé de différentes tâches, et ici on se rend vite à l'évidence que puisque c'est le verger le plus précoce, c'est là qu'il se passe le plus de choses au printemps, où il y a le plus d'insectes et tout, donc c'est là qu'on travaille, on y met 80% de nos heures. Du coup en valorisation, c'est des pommes chez les industriels, donc le prix n'est pas énorme. Problème de pollinisation, donc ça on peut le régler, mais on s'est rendu compte que malgré ça, la production n'est pas non plus hyper importante. Toutes ces raisons-là fait qu'on s'est dit, bon, on va commencer à en transformer une partie. Et le surgreffage, on n'avait jamais testé, donc c'est aussi fait partie de notre apprentissage. Et donc là, voilà, on s'est dit, tiens, on va tester. Mais en effet, au début, on s'est dit, ok, ce verger, on y perd presque de l'argent. Donc on s'est dit, on coupe, c'est pas grave, on met du surgreffage, mais c'est encore une tâche très chronophage. Il faut s'imaginer 4 mètres de tronc qui tombent et il faut tout débiter. Ouais, et puis maintenant, il y a encore du travail. Là, récemment, on est venu justement les attacher pour les conduire en biax. Là, on commence à les attacher au 3e fil. On continue de les tailler aussi. Donc, il y a du travail. C'est l'importance d'être conseillé par les bonnes personnes. Nous, le technicien qui nous a conseillé des variétés qui ne se pollinisent pas, ça fait déjà plus de 10 ans et ça a des impacts énormes maintenant parce que en fait, le temps que ça fructifie, comme je disais tout à l'heure, c'est 5-6 ans. Et le temps qu'on se rende compte qu'en fait, on n'est pas capable d'avoir des rentabilités normales, et ben en fait, ça prend encore quelques années et maintenant, on va peut-être devoir tout surgreffer et réattendre plusieurs années pour que ça fructifie. Donc, c'est sûr que ça a des conséquences gigantesques. Il faut bien choisir, il faut bien réfléchir au moment de planter ces arbres. Quelle variété? Avoir un maximum de variétés possibles, des variétés les plus tardives possibles, pas trop sensibles aux maladies, parce que ça change tout sur le travail qu'on a. C'est ce que disait Théo, 80-90% du travail, c'est sur ces variétés-là. On aimerait bien avoir le même travail que sur les autres. Vous avez parlé l'un et l'autre assez régulièrement du technicien. C'est qui ce technicien? On le cherche où, le technicien? C'est qui? Allô, je cherche un technicien. Mais de quoi? Un technicien, amenez-le-moi. Non, en fait, tout verger a besoin d'un technicien. Même si on avait une formation arbo, les choses, on en parle depuis tout à l'heure, elles évoluent constamment avec la météo déjà. Et du coup, même seul, pour moi, on ne peut pas être assez qualifié pour conduire un verger. Et là, ce technicien, son travail, en fait, c'est il va gérer plein de vergers différents. Donc, il est plutôt, je dirais, nord-ouest de la France. Du coup, nous, on a appelé d'autres vergers avec qui on collabore parfois et qui on leur a dit, mais vous connaissez un bon technicien? On a cherché la pépite. Du coup, là, on a un technicien, ils sont 2. Il a la relève qui est déjà avec lui. Et du coup, ils viennent
plusieurs fois dans l'année. On les a au téléphone quand on veut aussi et ils nous envoient un rapport tous les dimanches avec ce qu'il va falloir faire dans la semaine en fonction de telle population d'insectes qui est en gros voilà, qui arrive la semaine qui arrive. Et ça coûte de l'argent, ça c'est sûr. Mais pour moi c'est essentiel parce que eux en fait ils se forment continuellement et en plus ils sont en contact de plein de producteurs. Donc les tests qu'on a fait avec les assiettes, et ben eux ils ont pu dire hey, ça a marché là, testez-le. Alors que nous si on est seul, faut se dire ok on fait un test sur une année et là on dit ok ça a peut-être marché mais j'avais fait ça aussi. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça qui a bien fonctionné? Donc ça veut dire qu'avant d'avoir la vérité, on peut tester plein de choses et ça peut prendre des années. C'est bien, c'est d'ailleurs nous les mieux placés pour connaître notre propre verger parce que chaque verger est différent, mais eux ils vont croiser les infos et l'expérience de plein de producteurs et on gagne énormément de temps. C'est ça, il y a des fois on doit être hyper réactif sur des insectes qui arrivent, sur une maladie fongique qui se développe. Ils nous disent attention, on a été voir un autre producteur la semaine dernière, il n'est pas loin de chez toi, les premiers vols d'Oplocamp sont arrivés, mets tes pièges maintenant pour voir si toi aussi t'en as. Et puis bon, ils sont mieux qualifiés que nous. Nous, ça a toujours été la philosophie, même papa qui est bien meilleur que nous là-dessus, il aime encore se former parce que les Oplocamp par exemple, il n'avait pas du tout le souci avant. Et puis avec le réchauffement climatique, on aura sûrement d'autres challenges qui vont arriver. Là cette année on a eu c'est la chenille du pêcher. Enfin, en gros, chaque année, on peut avoir tordeuse du pêcher. Ouais. Voilà, on a encore une nouvelle petite menace et il faut trouver des astuces. Et eux, ils ont déjà testé des techniques, ils se sont renseignés pour nous et ils nous apportent cette connaissance. Donc ouais, c'est un indépendant, en fait, on va le voir. On met un contrat en place à l'année. Il va passer autant de fois. On paye en fonction du nombre de passages, du nombre d'heures, de rapports qu'on va avoir. Et ensuite, il vient nous rendre visite et il suit le développement des vergers. Et alors moi, là, en voyant les arbres abattus à 1,50 m comme ça, j'aimerais vraiment savoir une fois de plus si ce sont vraiment des porte-greffes nanifiants, des porte-greffes Bastige. Parce que généralement, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que ce genre de porte-greffe, ça donne des arbres de production de 10-15 ans. Là, vous me dites que ça fait 30 ans que ça produit, vous les rabattez, vous les regreffez. C'est pas des porte-greffes nanifiants. Alors voilà. Non, ça c'est sûr que non. Et sur la durée de vie, là-dessus, on a aussi questionné nos techniciens et en fait, ça dépend beaucoup de l'entretien que tu fais. Nous, on nous avait dit qu'après 25 ans, les arbres commençaient à chuter au niveau productivité. Ceux qu'on a autour de la maison, ils en ont 30 et l'année dernière, c'est ceux qui ont le plus produit. En fait, si tu fais une taille régulière, que tu fais de l'entretien régulièrement, tu peux avoir des arbres qui fructifient beaucoup plus longtemps. Ça dépend de la manière dont tu prends soin de tes arbres, quoi. Peut-être qu'il y a une petite décroissance de productivité, peut-être que ceux qui sont en pommes de table font plus attention à ça, préfèrent les remplacer après 15 ans. Nous, pour l'instant, on a la chance d'avoir des vergers un peu plus, comme on disait tout à l'heure, un peu plus grands que ce dont on a besoin. Donc on ne va pas les remplacer pour les remplacer. On le fera si vraiment la productivité chute, quoi. Là, on a parlé de pas mal de choses de production, mais la production, moi j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien la goûter. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'il y a encore deux, trois petits tuyaux ou de choses à montrer ici? Bon, je pense qu'on a fait le tour, on peut aller voir un peu ce qu'on fait des pommes qu'on ramasse. Ça c'est pas mal, on y va. Donc là, on est dans une grange juste à côté de la salle magique qui est juste là-bas, où on va pouvoir aller s'enfiler de 3 canons, on va pas se mentir. Et en attendant, juste à côté, bon là, c'est l'atelier crêpes, mais c'est parce que les spectateurs et spectatrices ont le droit de manger des crêpes ce soir. Mais là, qu'est-ce que c'est que cette machine du diable? Donc ça, c'est notre pressoir. Donc nous, on a commencé avec les pressoirs qu'on connaît tous, hein, les ronds là en bois, où on va venir tourner avec la barre supérieure là et venir presser les pommes. Du coup, après, on est passé au volume au-dessus et ensuite, on est passé à celui-là. Donc là, c'est bien plus performant, c'est un système hydraulique et du coup, on a 2 plateformes ici. Donc une qui presse et celle-ci là. Et une dans laquelle on prépare la suite. On va mettre ces espèces de clayettes en bois. Dessus, on va mettre un tapis filtre. Donc là, t'en mets qu'une seule? On en met d'abord une. Okay. Ensuite, on met 2 tapis filtres. On y met le marc de pomme. On referme ce tapis. On remet une clayette, etc. pour faire à peu près une dizaine de couches. Et une fois que c'est prêt, généralement, le temps qu'on fasse ça ici, on n'aura plus rien à extraire des pommes. On tourne. Les 2 plateaux, ils pivotent. Hop, okay. Ça tourne. Ça peut basculer. Et ensuite, ici, on va avoir du coup le marc de pomme qui sera jusqu'ici. Et ça va commencer à le presser. Donc, ça viendra dans une cuve de ce genre-là. Et il y a une pompe qui emmènera directement le sieve dans nos cuves. Donc là, tout le jus coule par là? Plutôt là-dedans. Hein. Pour raison sanitaire, on a des bacs en inox. Partout, le jus il va circuler. C'est jamais au contact du bois. Partout ça passe, chaque élément qui touchera le cidre, eh ben, il est nettoyé avec précaution. Et l'inox, c'est bien plus facile à nettoyer que des vieilles planches de bois. Voilà, ça circule ici. Au début, le marc, il est à cette hauteur-là. Et à la fin, une fois pressé, le jus extrait, on va être à cette hauteur-là. Donc ça part dans des gros tuyaux comme ça, là, ou c'est quoi? Ça, c'est pour amener le marc. Ça arrive là-dedans. C'est pour faire arriver les pommes broyées. En fait, elles viennent de la machine de récolte. On les trie sur une table de tri. Elles tombent dans un bassin où elles sont nettoyées. Elles montent dans un broyeur. Et en fait, la pomme broyée, on la broie d'abord avant de venir la mettre là. Comme ça, c'est de la pomme broyée qu'on vient presser. Voilà. Et donc ça, c'est l'endroit où il ne faut pas mettre sa tête, quoi. Entre là et là. Hein. Et donc, une fois qu'on a plein de jus, qu'est-ce qu'on en fait?
Et bon, on le met dans les cuves, Les cuves qui sont... dans la cave, dans la salle magique. Bon les amis, je vous le dis tout de suite, là le spectacle se joue dans 1 heure et là ça commence dans tous les sens à partir en couille. Il faut servir du cidre, il faut faire des crêpes, il faut faire la caisse et du coup je suis tout seul. Voilà, ils m'ont complètement zappé les gars et ils m'ont fait un très joli cadre. Par contre là j'ai un décor de dégustation professionnelle. Ah bah ils sont là. Alors, j'étais en train de parler aux internautes et dire que vous m'aviez lâchement lâché. C'est vrai. Voilà, au moins l'honnêteté est là. Donc Romain, tu nous laisses, tu vas encaisser des gens, c'est ça l'idée? Je vais leur permettre de déguster nos produits. C'est tellement mieux dit. Donc je fais la déguste avec ton frère et puis, puis nous on se dit à toutes quoi. On se dit à tout à l'heure. Bonne chance hein. Ciao. Merci hein. Alors, par où on commence car j'ai très envie de commencer. Donc une fois que le jus est extrait de nos pommes, eh ben, il y a 2 solutions. Soit on va extraire chaque variété, on en a 8, on va les mettre dans les 8 cuves qu'on a, vous avez compté, on n'en a pas 8. On en a 5. Du coup, autre solution, on a la chance de connaître parfaitement nos recettes sur les produits qu'on fait tous les ans. Du coup, les pommes, on va venir faire la sélection, mettre les pourcentages sur une recette au moment du pressage. Donc là, on va compter nos palox et on va dire, tiens, 20% de telle variété, moi je mets 2 palox. Après, je mets 3 palox d'un tel, une de celle-là. Et on va venir assembler nos pommes en amont. Et une fois que ça arrive dans la cuve, on a déjà notre cidre qui est assemblé. Mais du coup, ils sont assemblés où? Et ben au moment du pressage, en fait. Ah, c'est au pressage que tu mets tout? Exactement. Alors, et là, ça arrive en cuve déjà assemblée là. Alors forcément, vu que c'est palox par palox, ça va arriver variété après variété. Mais ici, on va faire un remontage, c'est-à-dire qu'on va prendre une pompe, on va prendre notre cidre et on va le relancer par le dessus. On va mélanger tout ça. Disons qu'on fait notre jus de pomme où il y a 3 variétés. On aura notre jus avec 3 variétés qui sera assemblé. Alors ça marche que pour les recettes qu'on maîtrise. Les autres, eh bien, il faut faire des tests. Et donc là, soit on connaît nos variétés, on se dit tiens, on va tester tel assemblage, soit on le fait, on va mettre plusieurs variétés dans nos cuves et on va faire nos assemblages dans un second temps. Excuse-moi, mais ça veut dire que toute votre production là, elle tient que là-dedans? Ouais, c'est ça, mais ça paraît pas, mais il y a des cuves de 2000 litres. Et aujourd'hui, nous, on fait à peu près 10 000 bouteilles. Et 10 000 bouteilles, je compte les 75, donc c'est pas un litre, les 33. Donc on reste une toute petite production aujourd'hui, on préfère faire moins mais faire mieux. Du coup pour l'instant c'est pas un problème. Et le jus de pomme est fait en premier temps, donc on a le temps ensuite de faire le cidre et de libérer nos cuves quoi. Mais voilà, on peut les faire les uns après les autres et donc voilà, ça suffit à notre production. Moi j'aurais aimé savoir, ok, on presse des pommes, on les met là-dedans, on sort, ça fait du cidre. C'est aussi simple que ça ou quoi? Non, c'est pas aussi simple que ça. Prenons ce cidre par exemple, c'est un assemblage de 8 variétés. Donc on va prendre nos pourcentages de chaque variété, notre recette en fait. Une fois qu'on a notre cidre en cuve, eh ben, il va falloir faire ce qu'on appelle la fermentation. On a la chance dans les pommes, nous on a déjà des levures qui sont dans nos pommes. Donc ces levures en fait, c'est assez simple. Elles mangent le sucre et elles transforment en alcool. Donc ça c'est un processus qui va prendre un certain temps. On essaye que ce processus soit pas trop rapide, sinon on peut avoir quelques défauts. Donc c'est pour ça qu'on est en cave dans une température plutôt faible. Plus c'est chaud, plus ça va vite. Plus c'est faible, si on met même dans un frigo, bah, le cidre il s'arrête de se transformer. Le froid ça annihile à peu près tout, donc le cidre il bouge plus. Donc voilà, pendant plusieurs semaines, ces levures vont transformer le sucre en alcool. Et donc après, ça dépend ce qu'on fait. Si on veut un cidre doux, mais il va falloir qu'on arrête ce processus parce que nous on a suffisamment de levure. Si on fait rien, on n'a que de l'alcool et plus de sucre. D'accord. Il y en a qui peuvent apprécier, nous on aime bien quand il y a un peu de rondeur parfois. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir filtrer le cidre. Alors pour savoir quand, on va prendre des mesures. On a dit sur les vergers, on est suivi par un technicien. Ici, on est suivi par une œnologue. On prend des échantillons et on l'envoie chez elle. Elle travaille en laboratoire. Elle va faire ses tests et elle va dire, voilà, j'ai tant de levure, il me reste tant de sucre. Et dès qu'on est à la bonne densité, hop, on s'arrête. On va filtrer notre cidre juste pour enlever du coup les levures. Et du coup, on a un produit dont la transformation, la fermentation s'arrêtera. Donc ça nous permet d'avoir un cidre avec de l'alcool et encore un peu de sucre. La quantité de levure, je sais que nous, elle suffit largement. Parce que nous, dans nos bouteilles, c'est 100% de pommes. La seule chose qu'on peut apporter parfois, c'est du soufre. Le soufre, c'est ce qu'on utilise également dans le vin, c'est un antiseptique qui va permettre de tuer certaines bactéries qui pourraient amener beaucoup de défauts à un produit qui va tourner, qui pourrait tourner au vinaigre. Nous, on essaye de l'utiliser le moins possible, en étant irréprochable sur la partie sanitaire. Alors oui, on est dans une vieille cave, mais comme je disais tout à l'heure, partout le cidre circule, chaque surface est nettoyée avec un protocole sanitaire hyper précis. En faisant ça, on peut avoir des produits plus stables et avoir besoin sur certains produits de aucun soufre. Il n'y a que parfois si on se dit tiens, celui-là on va quand même en mettre un peu par sécurité. Mais ici on arrive à en mettre des quantités qui sont infimes par rapport à ce qu'on peut connaître dans certaines productions viticoles. Mais grosso merdo, sur ces cuves-là, tu mets ton jus pressé, tu laisses s'alcooliser. Voilà. Quand ça s'est alcoolisé, tu filtres et tu prends le jus. C'est ça.
Si tu fais ça sans connaître tes recettes, tu vas avoir des cidres très acides qui seront pas agréables et tout. Mais ça paraît simple comme ça, mais juste de savoir quand s'arrêter, quand garder juste ce qu'il faut de sucre, c'est vraiment hyper précis. C'est-à-dire que si je Tu prends peux ma pas mesure- simplement goûter un petit verre tous les jours? Non, ça suffit pas à le savoir. On prend des mesures pour être beaucoup plus précis. Même en étant un bon palais, c'est quand même pas évident. Et le produit, en plus, avec sa seconde fermentation en bouteille, il va encore évoluer. Donc on préfère se baser sur des chiffres qu'on connaît, des densités. Ça donne la densité de sucre au litre et c'est beaucoup plus précis. Mais il faut être rapide. C'est-à-dire que si je prends ma mesure, j'emmène à mon œnologue qui va en laboratoire. Imaginons qu'elle me ramène la donnée, puis moi je suis parti en week-end et tout au moment clé de production et qu'il fait très chaud. La cave elle monte en température, la fermentation elle s'accélère et là j'ai un produit en 2 jours qui peut être beaucoup plus sec que ce que je voulais. Donc il faut être hyper précis. Et donc du coup, Celui-ci, voilà. on lui rajoute du CO2, pourquoi? Donc nous, il y a 2 méthodes pour créer l'effervescence. Soit c'est une prise de mousse en bouteille. Prise de mousse en bouteille, c'est le même processus que pour la fermentation. Sauf qu'elle va se terminer en bouteille. Une fermentation, c'est un processus chimique, ça va dégager du CO2. Ici, on a des dégazeurs qui vont laisser le gaz s'échapper. Voilà, l'oxygène ne peut pas rentrer dans nos cuves, mais le gaz peut sortir. Une fois qu'on le met en bouteille, ce gaz, il est enfermé, donc il ne va pas sortir. Donc ça va créer de la pression dans la bouteille et donc de l'effervescence. Ça, c'est une technique. Cette technique, elle a les bulles les plus fines, pour nous, ce qui est le plus intéressant au niveau aromatique. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, il faut être très précis. Là, il va falloir qu'on puisse mesurer la quantité de levure avec énormément de précision pour être sûr, encore une fois, qu'on n'en a pas trop, mais suffisamment. Parce que si on met trop de levure, il se passe quoi? La bouteille, elle peut exploser. Et du coup, c'est ce qui se passait dans les fermes à l'époque, on entend les bouteilles qui explosaient, on dit tiens, le cidre est prêt. Mais tu sais que chez mon grand-père, j'entendais ça souvent. C'est normal parce qu'ils n'avaient pas toutes ces techniques, cette professionnalisation pour mesurer. Nous, on va laisser juste ce qu'il faut. Par contre, il ne faut pas en mettre trop peu parce que si on en a trop peu, on a un cidre qui a un peu de bulles mais pas trop. Et là, c'est un peu déceptif quoi. Et alors le problème, c'est que cette technique, elle est tellement précise. En fait, ça peut donner quelques variations de goût aussi chaque année si on ne fait pas les choses avec autant de précision d'une année à l'autre. Donc du coup, sur ces produits-là, on a mis du temps, mais on a trouvé un système de gazéification avec un gaz naturel quand même, où on apporte ce gaz dans la bouteille pour créer cette effervescence. Si je simplifie un peu comme une soda stream, on a trouvé la bonne mécanique pour avoir des bulles de qualité, mais là ça permet d'avoir un produit beaucoup plus stable en termes d'arôme d'une année à l'autre. Donc du coup, au moins sur ces produits, on est sûr que nos clients, nos crêperies vont retrouver le même goût tous les ans, ou à peu près. Forcément, on est en bio, on a des produits vivants, le produit peut évoluer, hein. La pomme elle aura pas le même goût d'une année à l'autre, mais au moins on enlève ce paramètre-là et ça nous simplifie le travail sur ces bouteilles-là. Par contre, sur les produits plus haut de gamme, là on va faire une prise de mousse en bouteille. Ok. J'aime bien parce qu'en plus le spectacle est dans 1h30 et Nicolas commence à boire en fait. Voilà. Ah oui, c'est bien, Il n'y aura pas de tristesse ce soir, il y aura peut-être des gens alcoolisés sur scène, mais il n'y aura pas de tristesse. Alors moi, ce que j'aimerais, à la limite, parce que je n'ai pas vu les étiquettes qui sont là, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, même si ça, je me doute, vu que c'est la bouteille de jus de pomme, que c'est du jus de pomme. Mais j'aurais bien aimé d'abord que tu me les fasses goûter et que j'essaie de savoir ce que c'est. Dis-moi juste peut-être ce qu'il y a entre tous. J'imagine que tu as du cidre brut, du cidre doux. Ah ouais, ok. Bon, je peux t'expliquer les 2 gammes et les produits, t'essaies de les retrouver. Ouais, exactement. Allez, donc on a une gamme historique où là on va trouver 2 cidres. Donc on a un cidre dans sa version plus douce et on a un cidre plus sec. Et on a notre jus de pomme. Le jus de pomme, c'est notre best-seller, c'est le produit qu'on vend le plus. Et les 2 autres, c'est aussi les produits qu'on distribue le plus. Ensuite, on a une autre gamme où on va venir faire des choses un petit peu marrantes, un peu innovantes. On a un vin de pomme. Je te donne pas plus de détails, mais ça a suffisamment d'infos, je pense, pour t'y retrouver. Ouais. On a également un monovariétal. Donc là, une seule variété, c'est un produit qu'on a amené plus sur l'acidité. Et ensuite, on a un cidre qui est un cidre sec avec une infusion de houblon. D'accord. Ça y est? Donc attends, pour résumer, il y a un jus de pomme, un cidre brut, un cidre doux, un vin de pomme et 2 gammes haut de gamme. Le vin de pomme fait partie de cette gamme plus premium. Ok. Et dans cette gamme premium, tu ajoutes 2 produits. Un cidre IPA, donc du cidre sec avec une infusion de houblon. Un voyage entre le cidre et la bière. Ouais. Et on a également le péchu, c'est un cidre du coup qui est plus sur l'acidité. Ok. Et là, il n'a qu'une variété. Ok. On est parti? Ok. Est-ce que du coup tu vas me les mélanger un petit peu ou tu vas me les faire dans l'ordre? Parce que sinon c'est là. Sinon, tu te tournes, je te sers. Ok, Et- vas-y, on fait comme ça. Allez, c'est Et parti. puis je me balade, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Ah, et là, l'embouteillage se fait ici d'ailleurs. Hein. Ouais, dans la grange. Mais ouais, l'étiquetage, par contre, on le fait ici. Ça y est. Bon, là, je dirais que déjà, ça ne bulle pas. Du coup, si ça ne bulle pas, Voilà, c'est facile. hein. Donc, ce n'est pas du jus de pomme. Donc, comme ce n'est pas du jus de Non. pomme, puisqu'il y a de l'alcool, c'est forcément du vin de pomme. Bien joué. Premier, 1 sur 1. C'est vraiment marrant, c'est comme un jus de pomme qui serait pas sucré, avec une légère acidité. On retrouve un petit peu comme un vin blanc, je trouve, cette petite acidité, tu vois.
Exactement. Moi, je le décris souvent comme un vin blanc sec à base de pommes. On est très sur la minéralité. C'est même incroyable, là je viens de le reprendre en imaginant que c'est un vin blanc. Je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient se faire avoir. Tu sers ça sur un poisson ou sur l'apéro. Tout à fait. C'est pas le produit le plus aromatique de la gamme en termes de puissance, mais c'est volontaire. Donc en fait là, moi c'est un produit, moi j'aime bien le prendre en apéritif. On est à jeun tous les deux, Ouais. on n'a pas mangé et tout, c'est génial. C'est le meilleur moment pour le déguster. Parce que là, Bon, du si coup, vous voulez vous prendre un carton, c'est exact. du coup, c'est vrai que ça aide pas, mais pour avoir tous les arômes, c'est génial. Alors que si on le met en plein repas, là c'est pas évident. Donc là, on est sur un vin blanc à base de pommes. Donc notre cidre ici, on va dire que c'est un cidre de base, parce que c'est la même base, c'est un jus à base de pommes. On va l'amener jusqu'au bout de la fermentation. Là, il n'y a plus du tout de sucre résiduel. Il est totalement sec. Donc forcément, si on prend des pommes qui sont trop sucrées, à la fin, on a un produit qui va titrer, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'alcool très important. C'est pas l'idée ici. Là, on est sur un vin de pomme qui est à 7 degrés. On n'a pas des produits c'est très qu'à 7 alcoolisés degrés, là. ici. Ouais, le but, c'était pas de faire un produit trop fort. Donc on a sélectionné des pommes qui sont pas trop sucrées, justement pour que la fermentation, on puisse l'amener au bout, mais qu'à la fin, on soit pas trop fort en alcool. Et on a aussi choisi des pommes qui nous plaisaient, avec cette acidité pas trop importante, mais qui va rester à la fin. C'est pour ça qu'on est sur l'acidité de la pomme ici. Voilà, nous, on a ce rêve de valoriser nos cidres ou nos produits transformés à base de pommes au même titre qu'un vin. Bah, ici, on fait un voyage, c'est un voyage entre le cidre et le vin. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette bouteille. On a une bouteille Bordeaux oui. blanc classique. Ah oui. On a, je pense, la plus belle création d'étiquette qu'on a fait avec une étiquette perforée. C'est une vraie galère pour l'étiqueter à la main. Tout doit être manuel. Il faut faire attention d'enlever chacune des lettres. Ah ouais. Du coup, on a un produit qui est hyper innovant, hyper sympa. De fou. Mais par contre, comment ça se fait qu'il n'y a pas de bulle alors? Et bien alors, du coup, les bulles, c'est parce qu'on n'a pas fait cette deuxième fermentation en bouteille. Et pas cet apport de CO2 non plus. Si tu fais pas cette deuxième étape, il n'y a pas de bulles. Si je veux rentrer un peu dans le détail, des bulles, il y en a toujours un petit peu. Parce que du coup, il y a ce processus fermentation avant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené un équipement qui est venu dégazer les jus pour être sûr qu'il y ait 0 bulle dans le produit. On a fait un test avec un peu de bulles. On a l'impression que le cidre était resté ouvert, c'était pas agréable. Alors que là, on peut se confondre, on a l'impression que c'est un vin blanc. Trop bien. Voilà, Tac, 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 tac. on est parti? Tu fais un petit tour? Allez, je fais un petit tour. Dida, 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 dou, y a à boire ici. C'est bon. Allez, let's go. Attention, dégustation, le retour. Oh, alors ça sent très bon déjà, je peux vous dire. Là, il faut que je me mouche pour avoir le nez bien aéré parce que ça sent très bon. Le nez vide, alors ça, attention les amis. Ah. C'est fumé dit. C'est vrai que ça peut faire penser à ça. Rappelle-toi, là tu es un peu perturbé, c'est un produit que tu n'as jamais goûté. Ok, Ouais. Rappelle-toi notre gamme, il y a des produits qui sont plus innovants que d'autres. Bah, où tu rajoutes des houblons. Voilà. Donc ça, c'est du cidre dans lequel vous avez fait infuser des fleurs de houblon. Exactement, c'est ça. Donc là, le travail qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un cidre sec dans lequel on est venu faire infuser des fleurs de houblon. Donc il n'y a pas beaucoup de choix en bio et en français, mais on a réussi à trouver des choses. On a fait des tests avec plusieurs houblons. Il y en a certains qui prenaient totalement le dessus sur le cidre. Il faut savoir que le houblon, c'est très aromatique. Et donc du coup, il a fallu qu'on sélectionne le houblon qui se mariait bien avec le cidre. Et une fois qu'on l'a choisi, eh ben, il a fallu qu'on fasse des tests pour l'infuser plus ou moins. Donc là, on l'a infusé. C'est simple. Tu prends comme un thé. Tu prends dans un grand sac filtre, tu y mets ton houblon et tu le plonges dans le cidre. Et après, il a fallu qu'on fasse des tests parce que parfois on a mis du houblon, on ne sentait plus que ça. On aurait dit une bière et la pomme était plus présente. C'est dommage. Donc du coup, on a fait d'autres tests. Des fois, il n'y avait plus assez de houblon. Il a fallu faire des tests avec des quantités différentes au litre et une durée d'infusion plus ou moins importante en tout cas. On a remarqué que si on le laissait trop longtemps, il y avait une amertume très désagréable qui se dégageait, trop forte. Et une fois qu'on a trouvé le juste milieu, et ben là, tu as un produit qui aromatiquement est bon. Et ensuite, on a eu un petit problème dans la création. Alors, ce n'est pas des problèmes, c'est normal quand on crée un produit, il y a plein de phases. Première version qu'on a fait, c'était champagne podium Formule 1. C'était on ouvre la bouteille, ça mousse énormément. On avait beau avoir fait les mêmes prises de mesure que d'habitude, il se trouve que le houblon, et on ne le savait pas, mais a énormément de levure, encore plus que la pomme. Et du coup, ça a créé une fermentation beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Et du coup, il a fallu qu'on vienne filtrer un peu plus que ce qu'on pensait le cidre pour stabiliser notre produit. Je sais pas si je suis clair. Ouais, si, carrément. Et donc là, tu as un voyage cette fois entre le cidre et la bière. Juste les amis, je vous le dis, il y a Axel qui est là, dans un petit coin, dans un petit angle, elle passe sa petite tête. Elle filme le vlog du coup. Bon, elle filme le vlog. Elle filme le vlog. Elle fait surtout la déguste avec nous. Voilà, donc comme ça, si vous voyez que je
Je lui tends un petit verre, vous savez pourquoi. Ah ouais, c'est délicieux en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, et j'aime beaucoup la formulation voyage entre le cidre et la bière. Ah oui, ça c'est le écrit voyage parfaitement. entre Le le vin. cidre et le vin. Ouais. Et ça c'est le voyage entre le cidre et la bière. Voilà. Hein? En fait, l'idée, c'est que pour beaucoup de jeunes de nos générations, le cidre est vu comme une vieille boisson. C'est aussi un petit trick pour montrer, regardez, en fait, faire des choses hyper fun aussi, autant que la bière finalement. Et donc, c'est aussi pour ça que le design est un peu différent. C'est qu'on voulait aussi rajeunir un peu, aller chercher les gens de ma génération, en fait, qui au jour le jour n'en consomment pas tant. Donc, c'est un produit qui n'est pas encore commercialisé, qui le sera dès ce soir. Ça, Donc, ça je c'est pense très que fun. ça peut Ça marcher. c'est très fun. Si vous voulez goûter un truc très fun, pour changer un peu de la bière, ça c'est vrai que c'est très marrant à essayer. Ça aussi, je dis ça aussi c'est très fun. Ça, combien ça coûte un vin de pomme? Ça, c'est 12 € la bouteille. Ok. Et le cidre IPA, on va le mettre à 8. Ok. Voilà. Le cidre IPA, c'est une clientèle parfois un peu plus d'amateurs, ceux qui aiment le vin, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de sucre. Donc forcément, quand tu fais un produit très très sec, tu vas chercher une clientèle qui est un peu habituée. Généralement, plus tu consommes un produit, plus tu aiguises un peu tes sens, plus tu vas faire des produits secs. Vas-y, suivant. Bon, en tout cas, on peut Oh là. redire que Nico s'est un peu trompé à la deuxième dégustation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Bah non, je me suis pas trompé, j'ai rien dit. Alors je reviens. Alors là, au nez, ça me plaît moins, clairement. Je sais pas expliquer, bah, en fait justement bizarrement, un peu de ce que tu disais, ça sent un peu la ferme, tu vois. Exactement. Alors, c'est assez intéressant. On parlait de ça tout à l'heure pendant l'interview. On a sur ce produit un début de Brett. C'est un super exemple. Alors, comme je disais, nous, on fait tout pour s'en passer, mais on est comme tout le monde. Parfois, il peut y en avoir un peu. Et là, on a de la chance, c'est qu'on est sur la fin de ce produit. D'ailleurs, on va être en rupture de ce produit pour l'année. Cette bactérie était tellement faible qu'on ne l'a pas détectée pendant toute l'année et ça n'a pas du tout impacté le produit. Elle s'est développée il y a quelques semaines, heureusement pour nous. Cette fois, on est sur la fin. Il est perceptible en nez, mais pas trop en goût. Donc c'est un produit, là, on va peut-être pas avoir besoin de tout balancer. Heureusement, sinon, en début d'année, j'aurais tout balancé. Là, quand ça se développe au stade de la bouteille, c'est-à-dire qu'il y a la bouteille, le muselet, le bouchon, l'étiquette, C'est tout foutu. là, ça commence à coûter très cher. Donc là, on a beaucoup de chance qu'on est sur la fin de la commercialisation et que les goûts n'ont changé que dernièrement. Le nez uniquement. Mais c'est un super exemple. Et voilà le genre de produit qu'on peut jeter. Alors on a de la chance, c'est qu'au nez. Mais là, vraiment, tu vas sentir ce Brett qui va gommer ce goût de pomme, mais qui va donner cet arôme un peu fermier. Des Normands, des Bretons, je leur sers ça, ça leur rappelle toute leur enfance. Et ils Ils kiffent. adorent. Ah ouais. Mais nous, c'est moins ce qu'on essaye de faire ici. C'est un site plus tradi. Il y en a qui vont Ouais. adorer. Nous, c'est un peu moins notre truc. Tu l'as senti ça celui-là? Non, j'ai bien senti, vas-y. Oula. T'as vu? Ah oui, d'accord. T'as vu à quel point ça impacte? C'est sûr, si tu as vu du site, que tu as déjà eu ce genre de choses. Si c'est un site que tu bois rapidement, dans un verre plus petit, Bah, tu veux le goûter? et tu vois qu'en goût, Ah oui, rien à voir au goût. rien à voir. Ah oui. On est d'accord? Là, on est sur l'acidité. Ah oui, c'est fou. C'est hyper intéressant en goût. Troisième. Allez, c'est bon, Nico. Ça j'aime, c'est de l'efficacité. Alors, Oh là. Alors là, complètement différent. pour moi, c'est le nez le plus intéressant Bah- qu'on a sur nos produits. Moi là, déjà, j'ai une note de caramel. Super, ça me fait plaisir. C'est ce que je voulais que tu trouves. Petite note de caramel, vraiment, ouais, on est sur limite une tarte à tatin en fait. Et ouais, voilà. Et ben, c'est exactement moi ce que je dis. Moi, ça me rappelle les tartes tatin de ma grand-mère, ce produit. Et je suis fan. Tu vas le goûter, tu vas me dire si tu as compris lequel c'est dans notre gamme. Mais je pense que là, tu as déjà quelques Bah, du coup, indications. on est sur du premium. Et non, on n'est pas sur le Monocépage premium. On n'est pas sur le monocépage, non. Ok. Caramel, du coup, ça te donne une indication. Bah, caramel, donc ça va être du doux, puisqu'il y a Voilà, du sucre. Exactement. Ok. Mais franchement, si ça, c'est pas le premium, le doux, il est comme ça, il est exceptionnel déjà. Il est exceptionnel, ouais. Ah ouais. On est sur notre cidre doux, un assemblage de 8 variétés différentes, avec plus de par rapport à l'insoumis d'avant. Oh là là, ouais, excuse-moi, je te coupe parce que là, c'est très très bon. Ça fait plaisir. Non, non, là, Mais coupe-moi tous les jours pour ce genre de remarques. non, là, c'est très très bon. Et donc, ça veut dire qu'il est doux, c'est-à-dire qu'il est qu'à 2,5? Non, il est à 4,5. Ah, je L'autre pensais d'avant, que il les- est à 5. L'alcool, c'est pas Ça forcément... veut rien dire doux brut, parce que souvent, quand on regarde dans les bouteilles du commerce, Oui, il y a un les peu cidres moins. doux, ils sont à 2,5, les Il y a- cidres bruts sont à 4,5. Il y a un peu moins, mais en soi, non, c'est pas forcément. Tu peux aussi varier, tu peux faire un produit doux assez alcoolisé. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà. Ça, c'est bon. Attention, les filles. Hein. Ça, Donc- ça, c'est peut-être le seul que je vais boire en entier. Hein. Ah, il est très très bon celui-là. Ça, c'est de la tarte tatin, je la bois. Qu'on m'apporte un autre dessert. Je veux une crème brûlée à présent. 8 variétés différentes, plus de variétés douces et amères. Mais le plus simple pour faire un cidre doux, on est d'accord, c'est de prendre les pommes les plus sucrées qu'on a. Nous, on va plus loin que ça, parce que souvent, il y a un défaut du cidre, c'est que c'est trop sucré. Et c'est dur à digérer. Ah ouais. Nous, du coup, on a été sélectionner les arômes. Ces arômes caramel que tu as détectés, c'est d'une pomme qui est pas si sucrée que ça, mais qui a ces arômes-là. Du coup, en sélectionnant bien les arômes, on a un produit, on a gardé son identité, ce caractère vraiment doux, mais pourtant, il n'est pas si sucré que ça. Et c'est pour ça que moi, qui aime plutôt les produits secs, ce produit, je l'adore. Du coup, je sais pas si tu as remarqué sur ces bouteilles,
T'as peut-être pas prêté j'ai attention pas parce regardé qu'on les te les bouteilles. cache depuis le début. Ouais. Mais il n'y a pas la notation demi-sec, doux ou sec. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est réducteur. C'est le taux de sucre et le taux d'alcool. Ici, sur ce produit, il a tout d'un cidre doux. Mais grâce à ce travail, on a réussi à l'alléger en sucre et il s'est classé en demi-sec. Et là, on s'est dit, ça fait plus de sens ces dénominations. On les a enlevées et on a gardé par contre ces noms qui sont évocateurs, le généreux, la générosité. Mais est-ce que ça veut dire que tu arrives chaque année à refaire un généreux ou est-ce que tu vas devoir, comme dans le vin, mettre des années et il sera différent? Il sera différent. Mais on essaye de gérer un maximum les variables pour retrouver ce côté caramel tous les ans. Mais c'est pas évident. D'accord. Il y a des années, on l'aura plus que d'autres. D'accord, ok. Dégustation suivante? Allez hop, c'est parti. Mais attends, j'ai déjà bu tout ça là? Ouais. Ouais. Eh, mais moi, IPA, je commence à flancher. Généreux? Et l'autre, après, c'est un jus de pomme et un... Ah, et après, il y a eu le fermier. Je vois pas du tout ce qui se passe. Hein. C'est vrai, hein, j'ai rien vu. Hein. Et moi, j'ai hâte de voir comment Nico il va jouer son spectacle là. Ah ouais, anti-tube. Hein. Allez hop, c'est bon. Allez hop, c'est parti. Le professionnel est de retour, nom de Dieu. Je trouve que c'est pas au nez qu'il se passe le plus de choses, mais en bouche, c'est le plus aromatique de la gamme et tu vas voir que ça déménage. Ça déménage? Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Bon, là, il reste deux choix. Normalement, tu devrais, même là au nez, trouver. Hein. C'est pas du jus de pomme? Non. Parce qu'il a des bulles. Exactement, bien joué. Là, Beaucoup moins de sucre au nez. Il y a quelque chose d'agréable, je vais essayer de le qualifier, mais on dirait plus une prairie fleurie, tu vois. est-ce que tu retrouves pas des arômes de pommes vertes un peu, je trouve pas? Ça te parle pas un peu? Alors c'est une petite caresse en bouche. C'est une caresse, mais... Ah oui. Donc là, Une longue caresse, tu vois. C'est très complexe. Tu passes vraiment par plusieurs étapes aromatiques. on est sur le péchu, monovariétal, ce qui est très technique dans Ah. le cidre. Et Souvent, on dit Ah oui, parce que c'est monocépage dans le pinard. monovariétal. Là, on dit monovariétal. C'est rare, hein. Dans le cidre, souvent on met plein de variétés différentes, là on n'en a qu'une. Là on a voulu travailler sur l'acidité. Moi je suis plus sensible à l'acidité que tu as l'air de l'être, parce que quand je te dis ça déménage, c'est que là on a des glandes là qui détectent l'acidité. Moi elles se Ah ouais. réveillent franchement. Ah, moi pas Les du filles, tout. vous nous direz si ça se détecte. C'est un Ah bah, produit je crois qui est que oui, fort ouais. en acidité. Et moi j'adore cette sensation-là. Il y en a qui sont hyper sensibles. Moi il y a des fois c'est gênant tellement je suis sensible, mais du coup moi j'adore, c'est hyper agréable. Donc là en gros on est sur un monovariétal, prise de mousse naturelle, les bulles, je sais pas si tu as vu, elles sont très fines, elles sont très Très fines, agréables. très fines. Et on est sur un produit sur l'acidité. On a trouvé là juste le bon équilibre. Si tu mets que de l'acidité, c'est imbuvable. Si tu trouves juste l'équilibre, on a arrêté la fermentation. Là, c'était dur. C'est une pomme qui est pas très sucrée. Donc, on a arrêté la fermentation vraiment assez tôt. Et on a réussi à trouver le bon équilibre avec quand même du sucre. C'est pour ça que tu en as trouvé. De l'acidité, comme ça, tu as le bon équilibre. Tu peux apprécier l'acidité sans qu'elle te fasse mal. Du coup, vu que c'est une fermentation courte, on a une fermentation qui fait qu'on a que 2,2% d'alcool. Et on va satisfaire une clientèle chez nous qui cherche des produits faibles en alcool. C'est génial. Et ben, dernier produit, Ah, dernier produit, bah, le jus de pomme. le jus de pomme. Maintenant, après tout ce qu'on a vu, est-ce que... Ça a coupé dans quelques instants, les amis. Est-ce que tu as un truc à rajouter avant que la vidéo se termine? Parce que la vidéo va se terminer quand cette caméra n'aura plus de batterie. Et ben voilà, voici notre gamme. Il y aura des nouvelles créations. On va s'amuser, on va continuer de s'amuser. Le jus de pomme, on n'aura pas le temps de donner trop de détails, mais on a ici le produit qu'on vend le plus. Pourquoi? Parce que nous, on a toute cette variété de pommes. On a un peu d'acidité que tu sens peut-être en fin de bouche. Tu l'as senti ce midi. Tu disais, il y a un truc derrière. C'est cette acidité qui réveille les papilles. Là où le jus de pomme, généralement, ça s'éteint. Ouais. Et on a de l'amertume qui fait que le goût, tu vas le garder pendant au moins 15 secondes une fois que ta coupe d'engorgée sera terminée. Et on a un jus de pomme pas trop sucré. Je vous confirme Excellent ton que c'est un excellent jus de pomme. Ouais, ouais. Moi, c'est mon biberon. Voilà la gamme. Magnifique, mec. Magnifique. Et qu'est-ce que tu penses des talents de dégustation de Nico alors? Et ben c'est pas mal, hein. Franchement. Tu t'es bien débrouillé. Bravo, bravo. Bien officiel, face caméra. On peut faire une poignée de main bien présidentielle. Voilà. Tu vas pouvoir venir nous aider à la récolte. Cool. Si seulement Enfin, tu je avais sais le pas temps. si c'est cool en fait. On est tout bon? On est tout bon. On n'a plus qu'à conclure cette vidéo. On va aller rechercher ton frère pour dire au revoir aux gens. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci infiniment Théo et Robin de nous avoir ouvert les portes de la Pommeraye, domaine de la Mare. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Et comme vous le savez, puisque vous regardez mes vidéos, surtout Robin. Robin, tu le sais, il y a deux questions que je pose toujours à la fin. Quelles sont-elles ces questions, Robin? Je m'en souviens d'une qui est est-ce qu'il y a un truc que vous voulez partager Ouais. et l'autre, je sais plus. Bah, commence par celle-ci. On est des très jeunes paysans dans le sens où ça fait pas longtemps qu'on reprend l'exploitation, donc je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de sagesse à partager. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on ait de plus en plus de jeunes qui se mettent à l'agriculture, comme tu le fais, comme nous on le fait. Donc, si les gens ont envie, faut pas hésiter. C'est sûr, c'est du travail, c'est sûr, il faut trouver des modèles qui font qu'on arrive à avoir une qualité de vie bien, tout en faisant ce métier d'agriculteur. On est persuadé que c'est possible, et en vrai, c'est hyper valorisant. Enfin, nous, on se sent hyper utile à faire ça. Est-ce que toi, Théo, il y a
Un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde dans la vidéo qu'on n'a pas abordé? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai adoré parler de ça, prendre ce temps-là. Puis après, voilà, si ceux qui ont aimé un peu ce qu'on fait veulent venir voir ce qui se passe, et ben d'ici quelques semaines, on va lancer des visites au domaine. On lance une petite branche académique. Ça sera disponible d'ici quelques semaines sur notre site. On pourra trouver, on mettra plusieurs samedis dans l'année et on pourra réserver sa visite. Et là, vous pourrez venir découvrir. Ça finira forcément par une dégustation. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour venir voir un petit peu ce qu'on fait directement chez nous. Et d'ailleurs, tu as dit d'ici quelques semaines, mais au moment où la vidéo elle sort, c'est déjà sorti. C'est vrai, c'est vrai. Donc ce sera en cours et les visites seront encore mieux parce qu'on sera largement rodé. Il y en aura peut-être des nouvelles. On va commencer par les visites. On veut faire adultes et enfants. Et après, peut-être sera déjà sorti. On aimerait beaucoup lancer des ateliers encore plus sympas avec, pourquoi pas, venir faire son jus de pomme par exemple. Et on repartira avec sa bouteille et tout. Ça pourrait être super cool. Donc regardez sur notre site. Vous me direz si on a réussi ou pas ou si il faut attendre encore un peu. Dites-le dans les commentaires. Donc voilà, vous pouvez venir soit pour passer un moment dans nos vergers, parce qu'on a quelques logements insolites, ou si vous voulez déguster nos produits, que vous soyez du Mans ou d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous visiter. Trop cool. Et évidemment, la dernière question que je pose, même si tu y as un petit peu répondu, est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer dans le monde agricole? Je dirais lancez-vous quoi. Je veux dire quand on entreprend, que ce soit je pense dans l'agriculture ou dans autre chose, ça fait peur, c'est difficile, c'est clair, mais franchement on s'amuse tellement. Forcément on va vers ce qui nous plaît quand on a quelque chose qui nous démange et tout, que ce soit en agriculture ou autre chose, c'est forcément que ça fait partie de nos passions. Enfin, je le pense. Et du coup, lancez-vous et les choses, elles se mettent en place petit à petit. Et voilà, il faut rester ouvert. Nous, on utilise vraiment le savoir de notre père et de tous ceux qui nous entourent. Et on re-questionne tout pour voir si les choses, elles n'ont pas changé, si on n'a pas loupé quelque chose, si on peut faire encore mieux et en vivre plus facilement, en tout cas, ou mieux, quoi. Si, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup, c'est peut-être moins qu'avant, hein, c'est ce qui se dit, mais beaucoup d'entraide dans le monde agricole. Et en vrai, il y a toujours quand même beaucoup de gens qui sont prêts à venir donner des coups de main. Et les gens sont vraiment de plus en plus avides de découvrir comment on fait les choses, quoi. Pas juste d'acheter notre jus de pomme, mais de venir et de comprendre qu'est-ce que vous faites, quoi. Ce qu'ils nous voient, ils passent régulièrement, ils nous voient dans les vergers en train de faire des choses. Et ça, il y a quand même une vraie bienveillance et une vraie entraide là-dessus. Et donc ça, je trouve ça très cool. Et nous, on est chaud pour aller donner des coups de main ailleurs et qu'il y ait des gens qui nous donnent des coups de main, comme ça se faisait beaucoup avant, avec grand plaisir. Trop cool. Et ben merci beaucoup les gars, on peut dire au revoir à YouTube, ils sont là-bas. Salut Bye YouTube. bye, YouTube. Salut.